La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. Cette semaine à Reflet d'ici. Les enjeux sociaux du Mercire. Journal d'innovation, puis qu'on parle des projets, puis que tout le monde a les regards là-dessus, puis on a une petite municipalité en Gaspésie de 3500 qui a su démontrer le plein potentiel du secteur des pêches. Priorité 2024 du maire Roberto Blondin. Donc, si on n'aurait pas eu cette coupure-là, on aurait été en surplus et puis on aurait géré nos affaires comme d'habitude. Puis... Semaine pour un Québec sans tabac, ensemble pour que le tabagisme cesse de fragiliser des vies. Les méfaits du tabac sur la santé sont nombreux. Peut développer jusqu'à 16 types de cancers, 21 maladies chroniques, augmenter les risques de maladies cardiaques, d'obésité, peut avoir un impact sur développer la maladie d'Alzheimer. Près de 50 ans de service comme ambulancier. Faut penser à d'autres choses. Puis ça me fait de quoi? 47 ans comme propriétaire, percé, j'avais ça à cœur, puis j'ai tout fait pour eux autres. Hausse de taxes à Chandeleur. Je pense qu'il y a un bel exercice, un travail ardu qui a été effectué par l'administration et le conseil municipal. Oui. Puis, écoute, on perd quand même 340 000 de péréquation aussi, qu'il faut dire. Rocher-Percé investit en tourisme d'hiver. Donc, ça en avait de 400 000 $ qu'on avait mis de côté, nous, pour pouvoir soutenir les organismes du milieu ainsi que les entreprises qui veulent offrir des services et des projets pendant la saison hivernale. La revue de presse. Bonne émission. Le maire de Grande-Rivière, Gino Cyr, sera en 2024 très actif sur le plan du développement économique alors que tout indique que la zone d'économie bleue sera confirmée par Québec au cours des 12 prochains mois. Le maire se dit aussi très fier d'avoir participé au projet de déconstruction parrainé par la Régie intermunicipale des matières résiduelles de la Gaspésie. Et quant au budget 2024, la taxe foncière subit une hausse de 5 cents du 100 $ d'évaluation. Autant de sujets qui ont été abordés lors de notre entretien de début d'année. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Thierry. Bonne année à vous. Merci, et vous aussi. Alors, merci d'avoir accepté notre entretien mensuel. On prend notre année 2024 et on va parler d'argent. Je vais vous donner l'occasion de parler argent parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de votre budget la dernière fois. Là, on va en parler. Qu'est-ce que vous voulez dire à vos citoyens aujourd'hui concernant le budget? Bien, comme je l'avais expliqué là, en séance du conseil municipal, là, au mois de décembre, moi j'avais entre autres deux objectifs. Là, il y avait le budget qu'on savait là, avec, on ne se le cachera pas, là, avec l'indexation, puis la hausse des taux d'intérêt, puis on avait eu aussi là, des informations au niveau d'une diminution de la péréquation. On avait eu une augmentation de taxes là, de l'essence, mais on avait un manque à gagner d'environ 82 000 $. Donc, c'est des éléments qui étaient importants. Puis l'autre dossier, bien, c'était la convention collective. On pourra en parler. Mais au niveau du budget, là, moi, je pense que le travail qui a été fait, là, c'est que présentement, le fait d'avoir un certain coussin au niveau du surplus cumulé, l'an passé, on avait mis 200 000 $ dans notre surplus cumulé. Cette année, on a décidé d'injecter un autre 125 000 $. Puis en même temps, bien, étant donné que la plupart de nos gros projets là, ont été réalisés dans le cadre au niveau municipal, on a décidé de lever le break un petit peu, là, parce qu'on a un autre gros projet. Les autres gros projets de développement, on veut les lier avec la zone d'innovation. Mais au niveau municipal, là, cette année, on a accordé un budget d'une différence de hausse de dépenses comparativement l'an passé d'à peu près 175 000 $, qui représente à peu près 2,37 d'augmentation. Mais tantôt, en discutant ensemble, c'est sûr qu'on est passé de 95 cents à 1 $, donc c'est à peu près 5 cents de surplus. Donc, de façon très, très, très simple, si vous avez une maison d'évaluer à peu près 100 000 $, bien, vous avez une augmentation de 50 $ qui comprend tout. C'est qu'on comprend, là, même là, le 35 $ supplémentaire là, concernant
concernant les matières résiduelles, parce qu'au niveau de la MRC Rocher-Percé, le résiduel est passé de 300 à 335, puis l'institutionnel est passé à 350. Bon, alors, vous avez aussi dit pendant le budget que depuis que vous êtes en poste en 2017, si j'ai bien compris, votre surplus accumulé se porte assez bien. Donc, vous avez fait un jeu d'équilibriste qui fait que vous avez quand même augmenté votre surplus de sommes assez substantielles. Bien, écoutez, je pense que c'est important, c'est que, moi, quand je suis arrivé maire là, en 2017, là, je suis arrivé pratiquement avec une page blanche. Puis le directeur général, là, est en congé de maladie à ce moment-là. Donc, je suis arrivé, puis je pense que M. Ken Moreau, il était en poste là, en tant que directeur. Il faisait même pas là, 2 mois, puis il était en probation jusqu'au 31 décembre. Puis moi, j'ai été élu le 14 de novembre. Donc, premier dossier chaud, ce que j'avais à faire, c'était de régler le dossier du directeur qui est en congé de maladie pour me permettre de procéder à offrir une offre à M. Ken Moreau en tant que directeur général. Donc, on a réussi à faire ce travail-là. Puis, on était un peu suite au budget, des rencontres avec Raymond Chabot-Green-Thornton. Puis, ce qui m'avait en prenant connaissance des finances de la ville, bien, il m'avait été porté là, à mon attention, puis c'était important que le maire qu'il soit au courant, qui avait des interrogations sur les finances de la municipalité. Donc, tout ça pour dire, juste pour vous dire, au niveau du surplus accumulé en 2017, là, il était à 222 000. Puis quand on comprend le fonds de roulement avec les réserves, on est à peu près 423 435. Puis en 2023, bien, le surplus accumulé, on est présentement à 897 000, une différence d'environ 675 000. Puis au niveau du total, 1,7 million. OK? Donc, le pourquoi que je mentionne ça, c'est que moi, ce qui est important, c'est d'avoir au minimum un fonds de roulement d'à peu près 500 000 pour pouvoir, là, prévenir, mettons, des situations, des bris majeurs, n'importe quoi, là, qui peuvent arriver. Donc, c'est important d'avoir une certaine réserve. Puis, on a travaillé avec Raymond Chabot-Green-Thornton sur une planification financière de 10 ans. OK? Parce que quand je me suis présenté, là, en tout cas, moi, les rondes, j'ai été conseiller municipal en 2005, là. Puis à ce moment-là, ben, les dossiers chauds, on parlait de l'aéroport, on parlait du réseau des caducs au 28, on parlait de la municipalisation du parc. C'était... Déjà dans ce temps-là? Ah oui, dans ce temps-là, c'était les gros projets porteurs. Parce que la municipalisation du parc, là, c'est en cours depuis 1986. Oh, quand même. Puis au niveau du réseau des Gaules-Caducs, là, on parlait de ça là, au début des années 2000. Puis concernant l'aéroport, ben ça a tout le temps été debout. Là, ils ont fait, mettons, un 4000 pieds sur du fond solide. Il aurait pu la faire plus longue, mais il avait décidé de le faire sur 4000 pieds, mais pas de conforme, ça prenait au moins 5000 pieds. Puis là, il y avait puis là, c'était un outil de développement au niveau de l'aéroport chez Percé. Mais moi, je peux vous dire que depuis le 14 novembre 2017, c'est qu'aujourd'hui, ben après un mandat, puis on est à la mi du deuxième mandat, ben le réseau d'égouts d'Acadie au 28, c'est un projet qui nous a permis de brancher 127 unités, puis de permettre aussi des terrains vacants attrayants pour des nouvelles constructions. Le dossier de la municipalisation du parc, c'est réglé, c'est signé. On a eu un premier versement de 2,7 millions du MAPAC, c'est financé à 100 %. On va avoir une contribution de 4,7 millions. Puis l'objectif de ça, là, c'est surtout pour mettre la conformité de l'émissaire en mer. Parce que le problème qu'on avait, c'est que l'émissaire en mer appartenant au MAPAC, ils avaient un avis de défaut du ministère de l'Environnement qui devait se conformer. Puis nos industriels qui utilisaient, mettons, l'outil qui appartenait même pas à la municipalité, donc s'il n'y avait pas de travaux qui se faisaient, bien, ils auraient été peut-être pris d'arrêter les opérations. Donc c'était vraiment important dans une vision de développement de s'assurer de la conformité de l'émissaire en mer puis de la mise en niveau 2. Donc, on a travaillé très, très fort là-dessus. Donc, on a réussi là, à s'entendre le gouvernement du Québec pour en devenir propriétaire des 18 terrains au niveau de la municipalisation du parc pour en faire le développement. Puis au niveau de la Régard, bien, comme vous le savez, c'est un dossier MRC1, mais c'est au sein de la municipalité de Grande-Rivière. Donc, effectivement, toutes les maires ont contribué, puis j'étais bien fier de faire partie de l'équipe
on a réussi à chercher là, le financement pour l'agrandissement, premièrement, de la piste. Là, comme vous voyez, on est en train de terminer le dossier de l'aérogare. Puis la prochaine étape, c'est s'assurer d'avoir toute la conformité avec Transport Canada pour être en mesure d'interpeller plusieurs transporteurs pour venir offrir divers services. On a déjà des services qui sont offerts présentement. Puis ça, c'était les gros enjeux. Mais il reste qu'il y a eu d'autres réalisations, tu sais. Piste de tête lisse, un projet de 750 000, tu sais, c'est vraiment au volet communautaire, c'est super important. Plusieurs utilisateurs qui l'utilisent. Puis un autre dossier qu'on a parlé beaucoup, ben le gymnase, tu sais, que nos jeunes de l'école primaire devaient prendre l'autobus pour aller au cours des adultes. Donc c'était certaines problématiques. Donc, on a travaillé très fort avec l'école des pêches pour une première phase. C'était au minimum d'avoir un gymnase à l'école Bon Pasteur. C'était un 12-18, un peu qu'ils ont présentement à Cap d'Espoir. Mais étant donné, dans un esprit que je voulais que le gymnase communautaire soit disponible autant pour les étudiants du cégep, autant pour, au niveau polyvalent, tu sais. Donc, on a travaillé pour un gymnase 18-24. En réalité, une deuxième phase qu'on a réussi à faire financer par le ministère de l'Éducation. Donc ça, c'était un autre beau projet qui a été réalisé. Puis dans une autre partie, bien, toujours en travaillant ces dossiers, bien, comme vous pouvez voir, là, il y a la caserne de 64 qui est terminée présentement. Puis je pense que c'est une belle fierté pour la municipalité de Grande-Rivière parce qu'au niveau de la sécurité, là, je pense que c'est la caserne de référence de l'Est du Québec. Tout est bien équipé pour faire des interventions autant terrestres, maritimes, dans la forêt. On a une belle brigade, les gens sont bien formés. On a vraiment là, de quoi vraiment intéressant. La rue des Pionniers? La rue des Pionniers, mais ça fait partie du réseau d'égouts d'aqueduc. Là, là, il reste, mettons, une petite phase à faire, là, mais qui va être terminée là, au printemps. Puis en même temps, bien, dans le cadre de la zone d'innovation, on pourra en parler tantôt, mais le Canap, il était fermé en 2011. Là, tout le monde, il n'y avait plus rien à faire avec ça. Puis on travaillait même peut-être de transférer l'hôtel de ville, mettons, dans le Canap. Puis aujourd'hui, bien, comme vous pouvez voir, c'est un investissement à peu près 25 millions, puis il va être utilisé pour ce qui avait été conçu, pour supporter, puis au niveau recherche-développement de l'industrie des pêches. Puis c'est un investissement à 26 millions. Donc on va avoir un centre de recherche là, vraiment d'appoint qui va intéresser des chercheurs à venir s'implanter ici. Puis ça va créer 25 nouvelles jobs. Puis nous, bien, on a besoin de les loger, ces gens-là. Donc en acquérant, mettons, le bâtiment là, pour BMR, qu'on a décidé de reconvertir à notre caserne de pompiers. Bien, on est propriétaire de l'autre terrain qu'on est sur un projet de présentement de développement de logement locatif. Donc, le projet économique ne manque pas, là. On vient de dresser une longue liste depuis que vous êtes en poste, en fait. Donc, des projets qui, quand vous étiez conseiller, étaient dans des tiroirs. Aujourd'hui, ils sont réalisés. En gros, c'est ce que vous dites. Oui, c'est ça. Puis moi, aujourd'hui, je parle, tu sais, je suis maire, mais c'est un travail d'équipe, là, tu sais. Je vous dirais que c'est autant, là, il y a un travail politique, il y a un travail administratif, j'ai un conseil municipal, tu sais, on travaille ensemble. Tu sais, moi, un de mes objectifs, c'était de mettre à profit mon réseau puis mon expertise là, en développement de projets au bénéfice de la communauté. Puis, mais à côté de ça, le plus gros projet que je travaille présentement, c'est la zone bleue qui selon moi, c'est vraiment là, le véhicule là, qui va permettre vraiment à la municipalité de Grande-Rivière de se démarquer puis de démontrer vraiment son expertise dans le milieu marin. Bon, on va y revenir en fin d'entrevue. Je vais rester dans le budget je vais quitter le budget avec cette question. Pendant la séance, pour qui regarde votre séance, vous avez lancé un message important, c'est-à-dire que vous n'avez pas la responsabilité d'évaluer les rôles d'évaluation. Le rôle d'évaluation, c'est pas de la responsabilité des élus, des maires. Il y a une entité indépendante qui le fait. J'ai trouvé cette intervention assez pertinente. Peut-être la rappeler à nos auditeurs. Bien, écoutez, c'est que présentement, là, comme le monde sache, là, cette année, là, on est en train de préparer le nouveau rôle d'évaluation, parce qu'à partir du 1er janvier 2025, c'est que les taxes vont se baser sur un nouveau rôle d'évaluation. Donc, on s'est rendu le tour de Grande-Rivière. Puis de la façon dont c'est fait, ça, c'est au niveau de la MRC Rocher-Percé,
Pour l'ensemble des municipalités, ils vont en appel d'offres, puis c'est l'entreprise Servitec là, qui a été retenue. Ça fait plusieurs années qu'ils sont là, mais écoutez, il n'y a pas nécessairement 50 firmes. Ça se bouscule pas par Tillon. Ça se bouscule pas. Donc, il y a déjà arrivé une année qu'il y en avait 3, mais cette année, c'est Servitec. Puis là, c'est parce que dernièrement, tu sais, c'est sûr, certain que là, le fait qu'on entend parler beaucoup, tu sais, dans certaines municipalités, des augmentations de 37 etc. Ça s'en vient, ça? Oui, c'est sûr. Puis nous, c'est sûr, certain qu'il va y avoir un impact. Le véhicule qu'on peut faire, nous, c'est diminuer le taux de taxe, Ouais. tu sais. Sauf que quand tu diminues le taux de taxe, tu diminues ça par secteur, tu sais. Donc, il va y avoir un impact pareil, mais ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Puis ça, de la façon dont c'est calculé, bien, c'est selon les ventes de terrain. Tu sais, donc, il y a une valeur municipale, les ventes de terrain. Les nouvelles maisons, c'est pas nécessairement les mêmes nouvelles maisons qui arrivent, mais c'est surtout les maisons qui ont été vendues pendant une certaine période. Donc, c'est ça qui vient vraiment jouer. Puis, tout dernièrement, c'est parce qu'il y a un citoyen qui avait interpellé le municipal, dans la période des fêtes, entre autres, là. Puis le bureau était fermé, puis moi, j'étais comme un CC, puis challenger parce que lui, il voulait savoir comment il est évalué comparativement, mettons, à un voisin. La question se pose. Oui, la question se pose. Donc, moi, j'y ai fait part. Écoutez, vous allez sur le site de la Ville de Grande-Rivière, puis sur la plateforme Azimut, vous avez possibilité, en mettant votre adresse, de prendre connaissance de votre fiche. OK. Donc, puis ça, c'est public. Là, tout le monde a accès à ça. pas. Donc, ça te permet de voir, là, avec ton adresse, la valeur de ton bâtiment, puis la valeur de ton terrain, puis c'est quoi ta valeur là, municipale. Puis tu peux même aller voir, là, tu sais, les autres. Donc, en réalité, ce qui avait été fait, lui, il avait pris sa maison, lui, OK, ouais. versus une maison, mettons, avoisinante. Puis lui, il ne comprenait pas pourquoi que sa maison, là, était plus évaluée que l'autre. Parce qu'il disait qu'au niveau des pièces, on avait pratiquement les mêmes pièces, que l'autre avait fait certaines rénovations. Mais comme j'ai expliqué, c'est que de la façon dont c'est fait avec Servitec, les autres, ils vont évaluer. Souvent, c'est qu'il y a des critères, entre autres, là, c'est l'année de construction. C'est sûr que les maisons qui ont été construites dans les années 70-80, bien, versus les 2005, c'est pas la même chose. On comprend en considérant aussi de la finition des matériaux. Exemple, si ta cour est asphaltée versus ce qui n'était pas asphalté, ça c'est calculé aussi. Puis dans tes bâtiments accessoires, bien, ça dépend aussi de la finition de tes bâtiments accessoires. Donc tout ça est considéré. Mais ça, cette partie-là, Ouais. ça appartient pas au municipal. Là, nous autres, en réalité, nous autres, ce qu'on demande, c'est quand vous avez des projets d'amélioration, vous avez obligation de faire une demande de permis. Puis même d'avant d'entamer les travaux, vous devez venir voir à la ville pour vous assurer que vous respectez le plan d'urbanisme, que votre terrain a les caractéristiques nécessaires pour être en mesure soit d'apporter un agrandissement ou apporter un nouveau bâtiment, etc. Puis il y a des zones dans lesquelles il y a certaines restrictions. Donc ça, il faut c'est validé. Puis après, c'est validé, vous avez un permis. Puis quand vous avez votre permis, vous faites les travaux. Puis quand les travaux sont terminés, mais nous, c'est rentré dans le système. Puis ça, bien, c'est avec ça, après, qu'il y a un rôle d'évaluation qui est fait. Mais quelqu'un qui veut contester, exemple, suite à des travaux qu'il a fait durant une année, bien, à la réception, exemple, de l'augmentation que tu as reçue, tu as un délai de 60 jours que tu dois aller sur le site de l'AMRC. Parce que il y a un formulaire. L'AMRC. L'AMRC Roger Percé, il y a un formulaire Contester. que tu complètes, puis quand tu contestes, que toi, tu n'es pas nécessairement en accord avec ce qui est proposé. D'accord. Puis il y a un montant, tout dépendant de la diversité. Il y a un montant que tu dois payer pour pouvoir entamer cette procédure-là. OK. Puis l'autre chose, ben, c'est comme que c'est un nouveau rôle d'évaluation. Un nouveau rôle d'évaluation, normalement, étant donné qu'il est effectif au 1er janvier, les gens ont jusqu'au 30 avril de l'année subséquente. Exemple, comme nous autres, au 30 avril 2025, les gens, à la réception de leur nouveau compte de taxe, s'ils trouvent « Ah, j'ai de bien augmenté », puis que, ben, ils doivent s'adresser à la MRC, puis ils ont jusqu'au 30 avril. Quand vous avez passé ce délai-là, ben vous devez, là, c'est le montant qui est là. Okay, donc ça, c'est une firme qui a un mandat, qui a un contrat avec la MRC, puis la MRC, c'est les 5 municipalités.
puis qui fait ce travail-là. OK, donc le message est important parce qu'il y aurait pu avoir d'autres citoyens qui ne connaissaient pas, Souvent, on renvoie aux élus municipaux. Vous êtes les premiers au front, hein? Oui. C'est connu, là. Il y a vous, il y a le préfet, il y a le gouvernement du Québec, il y a Ottawa, mais les premiers en avant, c'est vous. Ben, en tout cas, moi, pour être clair, pour être transparent, là, je vais juste dire aux gens, c'est que moi, je suis maire, je fais de la politique, puis je fais pas de l'ingérence administrative, on est une équipe administrative. Puis chacun a un rôle de responsabilité. Je veux juste vous rassurer, c'est pas le maire qui décide. Tel citoyen, tu vas payer tant de taxes, versus toi, ben, je t'aime moi, tu vas payer plus cher. Ça marche pas de même. Donc le message, c'est important de le dire parce que on sait combien les maires on leur fait porter le poids de bien des dossiers. Oui. Et on le voit, il y a beaucoup de démissions dans votre domaine, là. Beaucoup de maires, d'élus ont démissionné en 2023-22. Pourquoi? Parce que en demande sur toutes sortes de dossiers qui ne les concernent pas nécessairement. Bien, écoutez, moi, c'est sûr, certain que je suis maire là, de la municipalité. On parle d'à peu près de 3400 citoyens. Puis, je comprends qu'il y a des gens, des fois, qu'on peut avoir des opinions divergentes. Mais dans un système sous forme de respect, là, quand je me fais poser des questions, mais il reste que je suis le maire de la ville de Grande-Rivière. Je ne suis pas le maire d'un citoyen en particulier. Ouais. Quand moi, je me fais interpeller, que tu n'as pas le choix de me répondre parce que tu es le maire, puis je suis un citoyen, puis je paye des taxes, là, ça ne marche pas de même. Moi, je suis ici là, pour l'avancement de la communauté et non pour amener, mettons, certains avantages à certains citoyens. Le message est passé. On va rester dans le d'économie. Vous êtes passé dans le Journal de la Presse tout récemment, vous et monsieur le maire de Chandler. Pourquoi? Pour ce projet de déconstruction. Je voulais y revenir parce que la question que je vous posais, c'est si c'était à refaire, à vous lire, ce qui est sorti dans le journal, vous le referiez, en fait. C'est un bon projet. Bien, des fois, je dis tout le temps, l'inconnu, quand tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir. Fait que, nous, c'est sûr, certain que dans une volonté, des fois, d'aller rapidement, ben on aurait pu décider de donner un contrat de démolition à un contracteur, puis tout arrêter mis à terre, puis on aurait assumé maintenant 100% des coûts. Sauf que, comme je l'ai toujours expliqué, moi, je suis plus là, moi, j'aime investir, admettons, là, $1 pour essayer de me rapporter de faire toujours des effets leviers. Donc, souvent, avant d'entreprendre n'importe quel chantier, on prend soin, moi puis le directeur général, de regarder tout ce qui est accessible. Puis, en travaillant avec Mme Drapeau, c'est qu'on s'est aperçu que le Fonds municipal canadien vert, Fonds municipal canadien vert, c'est que il y avait des programmes adaptés là, pour ces nouvelles pratiques. Puis, étant donné qu'on est en train de transformer le bâtiment BMR avec la nouvelle caserne de pompiers, on a voulu valider avec l'entrepreneur s'il n'y avait pas possibilité d'embarquer parce que c'est pas tout le monde, là, parce que c'est comme un nouveau projet de recherche-développement, puis c'est une des raisons pourquoi il y a de l'aide. Mais ça a permis à l'entrepreneur de mettre en pratique d'autres façons de faire. De regarder certains matériaux pour leur permettre de se faire... Lui aussi, il apprend, là. Revaloriser, bien oui, c'est sûr, certain, c'est fait partie. Parce que nous, on avait un coût rattaché à ça, mais je donne un exemple. Ça coûtait, exemple, 140 000 $ pour tout déconstruire, mais avec le fait d'y aller sur un programme de déconstruction, les premiers volets, bien, le coût, vu qu'il y avait de l'incertitude, il a augmenté à 180 000, mais on a réussi à chercher de l'aide financière, que c'est avec cette aide financière-là, on est en deçà de ce qu'on aurait tout déconstruit. Quand même. Donc, puis en même temps, ben, ça nous a permis d'éviter d'envoyer, je pense, 135 tonnes de matériel là, directement au LNT à Gaspé. Ça a permis aussi à des citoyens de reprendre certains matériaux pour les donner, mettons, une deuxième vie. Puis je sais qu'il y avait des super de belles pièces là, à l'intérieur du bâtiment qui étaient conservées puis qui avaient une certaine valeur. Donc, les gens ont acquis ça. Donc, puis ça, en même temps, ben, on parle beaucoup le côté environnemental, l'empreinte environnementale, le développement durable, durable, l'économie circulaire. Puis, moi, je trouve, pour une petite municipalité comme Grande-Rivière de 3500,
bien, tu sais, on aime oser, puis porter, puis essayer, puis on a embarqué dans l'aventure. Ça nous donne une super de belle visibilité. Ça nous a permis que ça coûtait moins cher à la municipalité que si on aurait décidé de tout construire. On a donné de la valorisation à plusieurs produits. Ça donne une super de belle marque. On vient démontrer en réellement, pas juste en théorique, là, en pratique, tu sais, que l'effet. Puis je sais que notre directeur général travaille beaucoup en étroite collaboration avec Mme Drapeau. Quand on a décidé de prendre, mettons, le verre, dans l'introduire, mettons, dans le sel, faire certains mélanges pour pouvoir déclasser. Puis on l'utilise aussi comme forme d'isolant dans certains des travaux. Donc, l'objectif, là, c'est, comme vous le savez, les matières résiduelles, c'est extrêmement cher. Donc, il faut trouver une façon de diminuer de qu'est-ce qu'on envoie, mettons, à l'enfouissement à Gaspé, parce que le coût de transport, c'est ça qui coûte cher. Puis, ce qui concerne avec le centre de tri, bien, on utilise d'autres produits pour lui donner d'autres vocations. Donc, nous, au niveau de l'isolation, souvent, on la prend. Donc, au lieu d'acheter d'autres produits, on prend ça. Donc, on vient compenser. C'est moindrement cher. Donc, c'est ça. Donc, en réalité, l'économie circulaire, là, il y en a beaucoup qui en parlent. C'est bien en parler. Bien, moi, je peux vous dire qu'à Grande-Rivière, on le met en pratique. D'accord. Donc, je reviens à ma première question. Si c'était à refaire, vous le referiez? Ben oui. Ben oui. C'est sûr. Exact. Donc, c'est très positif. D'ailleurs, en lisant le texte, c'était très clair que, même pour que ça se rende à la presse ou dans les médias nationaux, c'est absolument exceptionnel. Bien, je vous dirais que ça a eu tellement d'impact que mardi cette semaine, là, j'ai fait une entrevue avec CPAM 1410, une communauté ethniculturelle du Grand Montréal. Ah, ouais. Puis l'animateur m'a dit à la fin qu'il dit c'est une petite municipalité de 3500 de l'Est du Québec qui devrait peut-être là, que la ville de Montréal devrait prendre comme exemple pour implanter ça dans ses modèles d'affaires. Oui, écoute, puis je termine en disant que de toute façon, Rocher-Percé, il faut le dire, a été à l'avant-garde depuis plusieurs années, là, que ce soit dans la récupération du verre, les 3 services avec le compostage, ça, franchement, MRC a fait des gros efforts là-dessus, puis c'est édifiant pour nous, c'est valorisant. Dernier sujet, zone bleue, si vous me permettez, parce qu'on va finir avec ça. Oui. On ne peut pas se passer de parler de ça, parce que c'est peut-être cette année qu'on coupe le ruban rouge? Bien, écoutez, là, comme vous le savez, nous, au niveau administratif, là, ça fait depuis 2018 qu'on travaille sur ce projet-là. Tout est monté et déposé. Puis dernièrement, bien, comme vous le savez, le directeur général de la zone d'innovation, qui est Martin Beaulieu, avait été embauché. Puis lui, son principal objectif, là, c'est vraiment ficeler là, avec, entre autres, là, avec les instances du gouvernement pour s'assurer qu'on arrive à une annonce. Donc, moi, je vous dirais que je suis très fier là, de voir que dans une édition spéciale d'innovation dans le Journal des Affaires, du 13 décembre, qu'on parle là, via le sous-ministre là, du MIA au Québec, M. Vizina, qui explique un peu là, la vision du gouvernement avec les zones d'innovation, qu'il expose c'est quoi l'impact des 3 zones qui ont été annoncées. Puis... les 3 zones, c'est-à-dire? Il y a une zone qui a été annoncée, là, mettons, à Québec. Oui. Il y a la filière batterie, là, dans le centre du Québec. OK. Puis à Sherbrooke aussi, là, ça a été annoncé, là, donc, pour un super là, moteur avec un ordinateur avec IBM. Puis ça, c'est vraiment se positionner sur des secteurs très, très spécifiques. Mais nous, on a eu l'audace d'essayer de mettre le potentiel de l'avant de l'industrie maritime, que ce soit la recherche-développement, la capture, la transformation dans les instances, que ce soit avec l'ICOR, l'Institut maritime, l'École des pêches, l'École nationale. Donc, on a complété un dossier, puis on a réussi avec... dans une prochaine étape, c'est qu'il fallait que, vu que Rimouski avait déposé un projet, donc on a décidé de s'intégrer de façon complémentaire. Donc, étant donné que nous, on avait l'expertise là, au niveau de la capture, de la transformation, eux avaient vraiment l'expertise au niveau des biotechnologies marines, recherche-développement, au niveau universitaire, c'est ça, les sciences gouvernementales. Puis, dans cet article-là, il exposait que normalement, les 2 prochaines zones qui vont être annoncées, on parle de la zone agroalimentaire, puis à Saint-Hyacinthe, puis on parle aussi de la zone bleue, qui est Rimouski, Grande-Rivière. Mais comme vous savez, dans Rocher-Percé, on nomme souvent Grande-Rivière, mais c'est Grande-Rivière-Sainte-Thérèse. Oui. Puis là, pourquoi souvent c'est nommé Grande-Rivière? C'est parce que le porteur, nous, ici, c'est la Corporation de développement économique de Grande-Rivière,
qui est vraiment en arrière. Puis à Rimouski, c'est la SOPER de Rimouski, qui est un peu les deux organismes de développement économique là, du territoire. Puis présentement, nous, on est dans la zone verte. Puis dans la zone jaune, ils ont nommé... ils ont nommé des zones comme un peu à l'étude, puis il y a même des études, là, des zones qui ont été refusées, puis on parle à des grands centres urbains comme Montréal, là, qui sont pas prêts, qui sont pas refusés. Nous autres, là, on est rendus, on a la possibilité d'être nommés dans le top 5 là, dans les zones. Ils vont en avoir à peu près 8 au Québec. Ah, OK, d'accord. Puis l'ensemble des projets, là, c'est qu'on parle là, des projets d'à peu près pour 1 milliard. Mais il y a des secteurs géographiques. Ce qui concerne pour nous, là, c'est des retombées économiques évaluées à peu près de 256 millions. Pour les retombées sur un territoire? Sur le territoire de Grande-Rivière, Sainte-Thérèse, parce que juste au niveau de la municipalisation du parc, là, juste pour vous dire, là, une nouvelle prise d'eau de mer, c'est 30 millions. On a le parc d'hivernage de bateaux, on s'en est parlé tantôt. Il fait partie de ce projet-là. On parle, mettons, d'un projet de 6-7 millions. Il y a le dossier de l'émissaire en mer, parce que le premier 4,7 millions, c'était la première phase. Bien, il y a la deuxième phase. Le carrefour d'innovation qui est en construction présentement, c'est à peu près 25-26 millions. On parle des antennes universitaires. On parle de l'avenue d'une résidence étudiante pour le cégep. Ici, donc ça fait partie de ce projet-là. On parle aussi de l'ensemble de tous les projets porteurs des entreprises privées, tout le développement du chantier naval électrique, hybride, le milieu de vie au niveau du logement. C'est un ensemble, là, il y a plusieurs projets qui sont là-dedans, mais on veut utiliser le coffre outil zone d'innovation pour être en mesure de pouvoir financer ça. Donc, en réalité, il y a le parc bioalimentaire. Je pense que M. Roberto Blanton à Sainte-Thérèse a redonné ces mots. Mais le but du parc bioalimentaire, c'est d'avoir un endroit stratégique d'accueil pour les start-up d'entreprise, d'avoir un incubateur d'entreprise. C'est développer un écosystème de l'économie bleue. Puis, je vous dirais, où est-ce qu'il y a le gros potentiel, c'est qu'on constate qu'il va falloir qu'on mette de l'emphase beaucoup sur le développement de l'aquaculture terrestre, puis on va se servir de cette expertise-là. Le gouvernement du Canada s'est positionné à ce niveau-là avec des grosses sommes d'argent. Le gouvernement du Québec avec la zone bleue. Donc, le but géographique, c'est développer une expertise. Normalement, on va se dire qu'au Québec, quand on vient maintenant, si on veut connaître ce qui se passe au Québec dans le secteur maritime, bien, les endroits stratégiques, ça va être Rimouski, ça va être ici Grande-Rivière, avec Carrefour d'Innovation, l'École des pêches, puis le milieu. Mais c'est pour avoir des retombées aussi sur l'ensemble du Québec. Ça veut dire qu'on va travailler autant avec les entreprises de Rivière-Nord, parce qu'on a aussi des ententes de partenariat, là, comme l'ACPG, on a une entente avec eux autres. Parce que nous aussi, beaucoup le crabe des neiges, puis au monde, tandis que là-bas, c'est la crevette, puis il y a le développement du sébasse éventuellement. Bien, moi, la zone bleue, là, normalement, ça vient avec un financement à peu près de 1,5 million annuellement. On va engager à peu près là, un 7-8 personnes qui vont être en mesure de travailler sur le développement à l'international, l'accompagnement des entreprises pour la mise en œuvre là, des nouvelles entreprises qui aimeraient s'installer. Mais présentement, on n'a pas d'accueil. On a des entreprises qui ont de l'intérêt, mais on n'a pas de parc industriel, on n'a rien d'adapté pour le secteur marin. Puis on parle beaucoup du logement, pareil, pour les travailleurs étrangers. Puis moi, ce qui est important, bien, il faut avoir une bonne qualité de vie, tu sais. Là-dedans, en zone bleue, là, dans notre projet, là, on a même mis en place là, une piste cyclable Grande-Rivière-Sainte-Thérèse. Puis ça fait partie, là, tu sais... parce qu'une zone bleue, en réalité, c'est tous les ministères que quand une zone est annoncée, il y a une renaissance claire qui est menée par l'UMIE, puis que l'ensemble des ministères doivent travailler ensemble. Wow. Mais c'est une des raisons pourquoi on a réussi à attacher la municipalisation du parc. C'était depuis 1986 que les gens en discutaient. Puis, à un moment donné, dans le cadre, moi, je disais qu'il y avait des défis. Je dis là, ça marche pas. J'ai dit, moi, je suis municipal. L'émissaire, ça appartient au MAPAC. Puis, on a un avis de défaut qui est le ministère de l'Environnement. Puis là, j'ai Mérinov, que lui a des besoins. Mais là, on est 4-5 ministères. Donc, les gens de la zone bleue, ils ont mis en place un comité d'infrastructure. Il y a eu une obligation que les ministères s'assisent ensemble. Ils ont pris la problématique.
puis ont réussi à trouver le terrain d'entente, puis avec un montant financier pour être en mesure de pouvoir nous permettre d'en taper la première phase. Si il n'y aura pas eu de projet de zone bleue, là, on ne parlera pas de municipalisation du parc. Alors, je termine et je vous pose la question du départ. Avec tout ce que vous m'avez dit, est-ce qu'en 2024, il y a des bonnes chances qu'on coupe le ruban rouge? Moi, je pense qu'en 2024, je pense que oui. Je pense que oui, puis je mets beaucoup d'emphase là-dessus parce qu'on a besoin de ça pour se développer. Puis normalement, là, on travaille très, très, très fort. Là, où est-ce qu'on est rendu présentement, c'est parce qu'on a travaillé très fort. On a pris la peine de déposer un projet. On a... écoutez, le projet de zone bleue, des zones d'économie et d'innovation, il va en avoir maximum 10 au Québec. Il va y avoir, on parle d'Abitibi, secteur des mines, Saguenay au côté, mettons, aluminium vert, on parle de la filière batterie. Nous autres, au niveau maritime, là, avec le potentiel, puis l'économie bleue, c'est pas juste la capture, là, il faut y aller avec tout ce qu'on a dans la mer. C'est un gros chantier. Puis ce que j'en suis fier, c'est que dans l'est du Québec, là, il y a un projet de zone, puis c'est Rimouski-Grande-Rivière. Puis pour paraphraser d'autres gouvernements précédemment, ils appelaient ça des créneaux d'excellence. Est-ce qu'on peut être dans cette même dynamique? Ça semble de... Bien, créneaux d'excellence, il y a aussi, là, si vous allez, mettons, un peu, là, ils sont beaucoup basés sur comme les hubs qu'on appelle, là, aux États-Unis, il y a des hubs, là, oui. Bien, c'est un peu un copie-coller que le gouvernement du Québec a voulu mettre en place. OK. Puis que là, ben, nous, il fallait qu'on faisait la démonstration, puis le travail qu'on a fait, là, je vous le dis, là, je l'ai présenté 3 fois, le projet de zone, là. Puis c'était devant tous des représentants des ministères, ça a été 10-12, puis ils nous posaient plein de questions. À un moment donné, là, on y croyait plus, on faisait un pas, on a reculé 3. Mais aujourd'hui, personnellement, 13 décembre, quand j'ai vu le journal d'innovation, puis qu'on parle des projets, puis que tout le monde a les regards là-dessus, puis on a une petite municipalité en Gaspésie de 3500 qui a su démontrer le plein potentiel du secteur des pêches. Puis on est en mesure de se positionner stratégiquement comme une terre d'accueil pour le développement de l'industrie. Moi, je peux vous dire, si on a l'annonce de la zone, Grande-Rivière va changer d'image. Je vous le dis, là, on va passer là, à une autre étape supérieure. On passe aux ligues majeures. Oui, on va trouver des lignes majeures. Bien, on va être là pour l'ouverture, c'est promis. Ça fait plaisir. J'en prie. Merci, M. le maire. Merci. M. Roberto Blondin, le maire de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, capitale du Crabe-des-Neiges, comme on le sait, nous a accordé une longue entrevue lors de laquelle il a été question du budget 2024. Bonne nouvelle d'ailleurs pour les citoyens alors qu'il n'y a pas de hausse de la taxe foncière. Seule taxe au menu étant une hausse de 35 $ pour la collecte des matières résiduelles et qui s'applique à toute la MRC. Parmi ces priorités, les questions du parc bioalimentaire qui s'inscrit dans la dynamique de la zone d'économie bleue qui se fait en collaboration avec Grande-Rivière. Le logement est aussi parmi les ambitions du maire. Voici donc notre entretien. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Puis je vous souhaite une bonne année. À vous aussi. Dites-moi, notre entrevue mensuelle, donc, pour parler de différents enjeux. Commençons par votre budget, vos prévisions budgétaires 2024. Ça ressemble à quoi? Bien, je vais vous dire en premier lieu que ça n'a pas été facile de faire le budget cette année. On a eu des décisions à prendre, mais on a réussi en compressant nos dépenses, puis en faisant quelques pirouettes, d'avoir aucune hausse de taxes à Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Aucun tarif lié aux services municipaux. Il n'y a aucune hausse de taxes au niveau des services. Il y a juste, comme tout le monde sait, là, la régie intermunicipale des matières résiduelles, là, où c'est vraiment important pour nous autres. Le Conseil des maires va qu'on se penche là-dessus parce que les prix explosent, les soumissions aussi. La réglementation provinciale environnementale fait en sorte qu'il y a toujours des coûts supplémentaires. Puis la transformation que le gouvernement veut faire avec le recyclage
c'est vraiment quelque chose d'important, puis il faut qu'on se penche là-dessus, le Conseil des maires. On en a une rencontre prochainement là, pour discuter de ça. Là. Il faut vraiment qu'on se penche sur ce dossier-là. En effet, je me souviens d'avoir entendu ça lors d'une séance de la MRC où on essaie de revoir un peu, pas la gouvernance, mais une nouvelle façon de faire à cause de la hausse des coûts. La hausse des coûts dont vous parlez, c'est une augmentation de 35 $, je pense, par porte. Elle est partie de 300 à 335, quelque chose comme ça. Bref, une augmentation de 35 $. En effet, restons dans votre budget. Donc, aucune hausse quelconque, à part celle-là. Est-ce que c'était pas facile? Vous avez dû faire quelques difficultés comptables pour arriver à ça ou c'était plutôt relativement... Bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment été poste par poste. On a vu ce qui était faisable, retardable à l'année prochaine. Et puis aussi, là, on est quand même en bonne santé financière, là, Sainte-Thérèse de Gaspé. D'accord. On a, dans le surplus de non affectés, on a 671 000. Donc, le 48 000 qui nous manquait, on a été le chercher là. Parce qu'on a dit que c'était important. Pour cette année, là, ça a vraiment été difficile pour l'ensemble de la population, au niveau de l'inflation, au niveau, on parle des saisonniers ici en Gaspésie, là, prochainement, là, ça ne sera pas facile aussi pour certains secteurs. On a décidé d'absorber ça dans notre surplus. D'accord. Le 48 000, et puis d'avoir aucune hausse de taxe. C'est une décision qu'on a prise pour l'ensemble de la population de Sainte-Thérèse. On l'assume parce qu'on a été pigé dans le fonds, mais un fonds, ça sert à quoi? Quand vous mettez de l'argent de côté, c'est sûr que le 671 000, quand on a un gros problème au niveau de la caduc et qu'on a besoin du cash flow, on va et on le prend. Mais ça sert à quoi? Ça sert à s'en servir quand il y a des temps durs. Puis des temps durs pour qui? Pour l'ensemble de la population. La ville, la municipalité représente l'ensemble des populations. Donc, on a pris le 48 000 là-dessus. Mais pourquoi qu'on a été en déficit? Puis c'est là que c'est important, c'est là que je veux dire au monde qu'on a une responsabilité de vous donner des services par vos taxes foncières. Mais le gouvernement a une responsabilité aussi. L'ensemble des municipalités et des villes du secteur ont été coupées dans leur péréquation. C'est quoi une péréquation? Une péréquation, c'est la somme que le gouvernement s'engage à vous donner pour payer une partie des services. Nous, ça a été quand même assez important. Là. On parle, écoutez, là, je vais le trouver, là, ça ne sera pas long. On parle d'une diminution de 85 820 $. Donc, si on n'aurait pas eu cette coupure-là, on aurait été en surplus, et puis on aurait géré nos affaires comme d'habitude. Puis ce qui est intriguant, puis ce qui est frustrant, on ne peut pas savoir sur quel barème qu'on a coupé. On ne peut pas savoir le pourquoi. C'est-tu à cause qu'on a eu beaucoup de construction, qu'on a remonté notre richesse foncière? Ah, c'est un calcul. Ah, ouais. Quand vous dites que Raymond Chabot ne peut pas nous répondre pourquoi, c'est une firme comptable, c'est que c'était. Puis quand on appelle au niveau gouvernemental, ça devient. Vous n'êtes pas le seul maire qui se plaint de ça. Vous avez tout à fait raison. D'autres maires, Grande-Rivière, je pense à Chandler aussi, si c'est pas percé aussi, chacun a encaissé cette perte de péréquation. Puis dites-moi, juste pour vous poser la question, on l'apprend un peu avant de faire son budget? Oui, on l'a appris à peu près 1 mois et demi avant. Là, OK, c'est pas beaucoup de temps, là. Non, mais 2 mois, gros max. OK. Avant qu'on commence à travailler sur le budget, on a commencé au mois de novembre, nous autres, à travailler sur le budget, à voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, puis tout ça. Puis on reçoit la nouvelle que comment qu'on a été coupé. Là, le calcul est complètement différent. Voilà, oui. Puis moi, ce qui me frustre le plus, là, c'est quand que le gouvernement provincial dit, quand M. Legault passe à la télévision, puis il lui dit il va falloir que les villes apprennent qu'on a assez donné, puis il va falloir qu'ils s'organisent avec ce qu'ils ont. C'est correct pour Montréal, Québec, Trois-Rivières, les grandes villes du Québec, mais les petites municipalités comme nous autres, quand ils nous coupent 5 000 $, ça nous fait mal. Puis on n'a pas plus. Puis le seul payeur, là, tout est sur le payeur de taxes. La seule perception qu'on va savoir pour gérer notre ville, c'est l'impôt foncier. Donc, en enlevant une partie, on a le choix de couper ou bien
de monter nos taxes. Donc, quand même un budget, vous avez fait l'équilibriste. Plan d'investissement d'immobilisation, ça ressemble à quoi? Bien, ça ressemble, on sait que notre réseau d'Acadiou-Caïgou date quand même de 1971. Oh, OK. On a notre émissaire en mer, là. Quand on parle d'émissaire, oui. C'est avec les eaux usées. Oui. C'est à refaire. On a des études qui ont été faites. En 2024, on va commencer avec les ingénieurs à regarder ça, puis tout ça. On a aussi, au niveau des travaux publics, on a une priorité. C'est vraiment une abri à sel. Pourquoi? Au niveau de tout ce qui est environnemental, oui. Qui est normé. Et puis qui a une certaine facilité à travailler dans les tempêtes de neige, puis tout ça. Ça, c'est très important pour nous autres, là. On n'a pas tu sais, la Sainte-Thérèse n'est pas énorme, mais nos priorités sont établies, sont revisées, sont analysées pour faire en sorte que ce qu'on a besoin, on va le chercher. 1971, donc ça va être à faire, et à coût de millions de dollars, on s'entend, là? Et à coût de millions de dollars, là. Puis on parle du restant du réseau qu'il faut qu'on répare, là. Et c'est pour ça que la taxe d'essence va nous servir, là. Oui? Oui. D'accord. Donc, plan d'immobilisation, budget, c'est fait. Dites-moi, parlons de vos priorités, si vous me permettez, à moins que vous ayez autre chose à dire sur le budget. Non. Ça va? Priorité 2024. Je m'en doute. Parc bioalimentaire. Ça, c'est votre bébé, ça. Oui, oui. Hein? Oui. Parlons-en de où est-ce qu'on est rendu, le message que vous lancez sur la place publique sur votre bébé. Mais vous savez, les maires, on a plusieurs chapeaux. Hein? Oui. Le gouvernement nous donne plusieurs chapeaux. C'est que oui, on a le chapeau au niveau fiscal, au niveau de tout ce qui est infrastructure, oui. Mais aussi on a le chapeau au niveau du développement économique. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour faire une économie circulaire à travers, oui, notre municipalité, mais la MRC au complet. Mm-hmm. Donc, pratiquement, mon Dieu, 4 ans, on a commencé, moi puis le maire de Grande-Rivière, quand oui. Que le nouveau gouvernement est arrivé, puis qu'on a lancé des zones d'innovation, on s'est assis là, moi puis Gino aussi, puis on a oui. Regardé ce qu'on avait en commun. Puis c'est les pêches. Les 2 ports de pêche qui ont 85 % de tout ce qui est de matières crustacées puis des poissons de fond oui. À travers la Gaspésie. Non, à travers le Québec, parce que c'est nous autres qui débarquent le plus. Oui. On a une école des pêches. Les pâques. On a ce qui s'en vient au niveau du hub innovation. Oui. Puis on a surtout nos industries qui veulent investir. On a des vieux routiers, si vous voulez, mais on a ce qui suit en arrière au niveau des enfants qui veulent participer à ça, qui veulent développer, qui ont des nouvelles idées. Puis pour ça, ça prend une place d'accueil, un endroit où ce qu'on peut dire, où ce qu'on peut inviter tout le monde qui ont des idées à travers le Québec ou ailleurs, à travers le Canada, de dire, si vous voulez développer quelque chose au niveau de l'économie marine ou du développement au niveau de la transformation des produits marins, il y a une place en Gaspésie. C'est là. C'est là. Puis ça va être prochainement, on espère, annoncé qu'on va faire partie de la zone bleue, une des zones. C'est ça. À travers Rimouski. On est divisé en 2. Il y a la section Rimouski, puis il y a la section Grande-Rivière-Sainte-Thérèse. Oui. Parce qu'ils vont être mis ensemble. Dites-moi, le parc bioalimentaire qui, souhaitons-le, soit inscrit au sein de cette zone d'innovation, dites-moi très rapidement, c'est quoi un parc bioalimentaire? Ça ressemble à quoi? Bien, la différence entre un parc bioalimentaire marin et un parc industriel, c'est qu'un parc industriel, c'est pour tous et chacun qui ont un projet, autant au niveau d'entrepôt, on voit plusieurs endroits où ça peut être diversifié dans plusieurs domaines. Oui. Tandis que nous autres, on sait que notre secteur principal, c'est l'alimentation. Oui. Puis, principalement au niveau des pêches. Mm-hmm. Donc, on donne la possibilité à des compagnies ou des individus de développer leurs propres produits, puis de s'installer dans ce parc bioalimentaire-là. Autant la deuxième, tu sais, on parle de la deuxième transformation, c'est ce qu'on fait actuellement là, au niveau du crabe bio. Mais la troisième, qui est le cosmétique, la quatrième, qui est le biomédical, que je vous dis ça, puis je ne pèle pas des nuages, là. C'est partout à travers le monde. C'est qu'ils maximisent tout ce qu'il y a comme
ressource halieutique, puis qui la transforme pour aller dans des endroits encore plus payants. Puis quand on parle de plus payants, on parle des emplois à l'année, bien rémunérés, qui fait en sorte que nos jeunes, qui a la problématique, c'est un peu ça, c'est que nos jeunes allent étudier dans les grands centres et se trouvent un poste là, et puis ils se disent on a un bon poste dans ce qu'on a étudié. Vous attendez une réponse de Québec 2024 cette année? Est-ce qu'on s'attend à une réponse? Bien, je ne suis pas devin, mais si on suit la politique, je ne pense pas que le gouvernement, la CAQ, pendant la grève de la fonction publique, était prêt à annoncer quelque chose. D'accord. Hein, c'était pas le moment. Non. Dans une négociation. Mais je pense que cet hiver, pour donner un aspect positif au développement régional, oui. Je pense que c'est possible que cet hiver, il annonce je croise les doigts. Ouais, la zone bleue. Sur OK, chiffres. Donnez-moi quelques chiffres si jamais il y en a. Si jamais vous n'avez pas, c'est pas plus grave. Ça peut représenter... Disons que le parc, dans vos plus beaux rêves, le parc est installé et il roule à son maximum. Il a pris sa vitesse de croisière, disons ainsi. Mm-hmm. Ça peut générer des revenus pour votre collectivité de combien et générer des emplois qui ressembleraient à quoi? Au nombre d'emplois. Est-ce que ça existe, ce genre d'études-là? Je peux vous dire le nombre d'emplacements modulaires qu'on peut faire. OK? Dans la première et la deuxième phase, il y a 28 terrains modulaires, tout dépendant des entreprises. D'accord. Mais notre parc bioalimentaire est d'une autre façon. On a dit, on voit principalement, puis avec le manque de logement, puis tout ça, on voit principalement un problème au niveau des travailleurs saisonniers qui viennent de l'extérieur. On parle beaucoup de Mexicains, d'Anglais, tout ça. Puis les industriels, bien, il faut qu'ils logent. Donc, ils achètent des maisons un peu partout, surtout des presbytères, je vous dirais. Ils achètent un peu des presbytères un peu partout pour loger. Nous, ce qu'on offre à nos industriels, c'est que le parc, 90 % du parc, d'un côté de la route, vont être pour les industriels, mais de l'autre côté du parc, il va y avoir des endroits pour loger les travailleurs immigrants. Ce qui est important parce que ça va faire en sorte que ça va libérer des maisons. Les industriels, je ne pense pas qu'ils veulent partir au niveau du tourisme. Je ne pense pas qu'ils ont le temps de louer des chambres l'été. Mais ça peut faire partie d'une démarche où ils vont rétrocéder en vendant ce qu'ils ont acquis. Parce que l'important, tout ça, c'est les mettre ensemble, pas loin des usines, OK, qui peuvent participer à la communauté, mais en même temps avoir tous les services-là. Donc, on est avancé dans un projet avec avec Gagnon et Fils pour un principe de dortoir qui aurait tout dedans. Autrement dit, tu peux loger de 100 à 200 personnes, mais ça va permettre de libérer des maisons, libérer des endroits. J'aurais une dernière question dans le parc bioalimentaire. Est-ce qu'on a un comparatif ailleurs, au Canada ou dans le monde, ou c'est une création complètement nouvelle? C'est complètement nouveau. Oui? Puis c'est de même que je l'ai vendu au gouvernement puis au ministre. C'est complètement nouveau. On a une priorité. On a une capacité d'accueil. On va avoir une capacité d'accueil, oui, pour les nouvelles entreprises, mais on a une problématique au niveau des travailleurs. Pourquoi pas réunir ces deux-là ensemble, où ils vont pouvoir être proches de leur logement, pas prendre des autobus, pas prendre rien, ils vont être proches de leur logement, ils vont pouvoir gagner leur vie dignement pendant une période de temps, après ça retourner dans son pays. Mais nous, ça ne nous nuirait pas au niveau des logements. Parce que présentement, ce qu'on voit partout, ce qu'on voit partout, c'est que l'immigration, qui est complètement naturelle, on en a besoin, ça a fait en sorte, au niveau d'une pression, au niveau des logements, quand tu rentres 400 000 personnes au Québec ou au Canada, ben là, ça prend des logements pour lever. Et puis là, durant les années, ben, il y a eu comme un déficit de logement qui s'est construit. Absolument. Fait qu'on savait qu'on aurait frappé le mur à un moment donné. On l'a frappé le mur. Puis là, c'est arrivé. Nous, on va faire quelque chose de différent. On offre au gouvernement, dans notre projet de parc bioalimentaire, on garde un côté, une bande pour les travailleurs immigrants.
Puis je pense que le gouvernement l'a bien compris. Puis en même temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prouvé au gouvernement que c'était nécessaire d'avoir un parc bioalimentaire en Gaspésie, puis qui est consacré juste... Parce que, tu sais, quand on parle d'un parc industriel, grand genre, le gouvernement a dit « Ah, encore un parc industriel, encore... » Mais avec le travail qu'on a fait avec la zone d'innovation, préparer ça, organiser ça, voir... Là, on arrivait avec un parc bioalimentaire marin, puis là, on a expliqué le pourquoi que c'était important au niveau de la recherche, du développement. On a Marinov aussi, on a le Papac. Il y a des partenaires, là. Ah oui. Là, on est tous ensemble pour dire ça prend un lieu commun d'accueil pour les nouvelles entreprises. Le parc bioalimentaire marin de Sainte-Thérèse. Juste restons les partenaires, là, pour terminer, dans ce cas-ci. Vous avez déjà des partenaires? Vous avez dit Gagnon et Fils. Ça peut être un partenaire du parc? Bien, non, on ne parle pas de partenaire. Okay, on parle pas de partenaire parce que le parc va appartenir à une entité de la ville. OK, c'est une entité municipale? Ça va être sous l'égide de la ville? Oui, ça va être sous l'égide de la ville. Quand on parle de partenaire, c'est plutôt que les industriels sont prêts dans une période courte de dire on s'installe là, je ne veux pas vendre des terrains pour faire de la spéculation. C'est pas ça que je veux passer. Ça, c'est intéressant. C'est bien qu'on le mentionne. Là. Ah oui. On vend, on a un contrat établi, on a X temps pour construire dessus. Là. Il y a dans certaines d'autres parcs industriels, il y a eu beaucoup de spéculation qui a été faite. Il a acheté, il a vendu, il a acheté, important de dire ça. Non, nous autres, c'est les personnes qui sont sérieux. Dans le contrat qu'on va signer, ça va être tant d'années pour construire. OK, d'accord. Donc, on se croise les doigts. Parlons de logement, parce que je sais qu'il y a des logements, on est en pleine crise du logement, pas juste ici, mais ailleurs. Il y a des projets un peu partout qui se dessinent. Les coûts ont explosé. Je suppose que vous pensez aussi à des projets éventuels. Ça fait partie dans vos cartons, éventuellement, d'avoir des logements dans votre collectivité? Oui, totalement. Vous savez, les choses ont bien changé depuis 1 an et demi. Là. Je me rappelle, mon prédécesseur Léo Lelièvre, il avait acheté un terrain, il avait mis des choses en place, puis quand que le gouvernement a changé de péquistes aux libéraux, les normes ont été modifiées au niveau de la mise de fonds d'une municipalité qui est congé de taxes de 25 ans. Ça avait changé. Ça fait que l'apport de notre municipalité était beaucoup trop haute. Là, présentement, l'entente qu'il y a eu fédérale, provinciale de 1,8 milliard, ça nous permet de repartir ces projets-là. Sur de nouvelles bases. Sur de nouvelles bases, avec les partenaires, autant au niveau des logements sociaux, autant parce que ça devient quand même intéressant pour un entrepreneur. On a pratiquement 300 000 pièces à porte là, avec les deux. Là. On est rendu là. Ah oui, on est rendu là. Fait que ça devient plus intéressant, plus rentable. Mais il y a aussi la capacité de payer du monde. On est dans un endroit, où il y a des professionnels, autant de la santé ou dans divers domaines, mais il y a aussi du monde qui gagne un salaire moyen. Ça fait quand on parle de 1 500 $ par mois, c'est pas accessible à tout le monde. Non, vraiment pas. Même à pas grand monde. À pas grand monde, parce qu'on sait, là. Mais avec les taux d'intérêt, tout ça. Donc, nous, ça va nous permettre de nous préparer. Peut-être d'1 an, on attend parler les économistes, puis tout ça, au niveau de la Banque du Canada, la baisse progressive des taux d'intérêt. Bien, ça va nous permettre, pendant cette période-là, qu'on espère que ça va baisser un peu, puis qu'il va y avoir de l'intérêt pour autant au niveau des logements sociaux. Parce que c'est pas évident. Là. Ça prend quand même 6 ans à aboutir. Là. Quand même? 6 ans, là, aboutir à un logement social. Ça fait que là, on commence, puis dans le meilleur des cas, ça va être plus court, mais le maximum, c'est 6 ans. Là. D'accord. OK. Donc là, ça devient intéressant d'approcher des contracteurs. Puis moi, ça me faisait rire parce qu'on rencontrait le président de la FQM à Percé cet automne. Puis il était tout fier de nous dire que lui, le monde le payait pour avoir des portes chez eux. Il payait tant la porte à la municipalité. Nous, c'est complètement le contraire. On donne. La municipalité, la MRC donne l'argent. C'est complètement une autre dynamique. Là. On est dans des régions où il faut qu'on paye pour que le contrat... Parce que ça coûte plus cher. Là. Absolument.
On parle de 30 de plus. C'est ça. Puis c'est pas vraiment la valeur. C'est pas vraiment la valeur. Tu sais, tu vas payer, mettons, ton bloc vaut 6 millions. Bien, c'est pas vraiment la valeur qu'il va avoir. Ça va t'avoir coûté ça, mais c'est pas vraiment la valeur de vente que tu vas avoir pour. Voilà, exact. Fait que c'est pas vraiment évident. C'est mettre des conditions gagnantes, autant au niveau pour la municipalité, puis autant pour le contracteur qui veut s'embarquer là-dedans. On est en démarchage, je vois s'il y en a qui sont intéressés, mais c'est sûr qu'on va de l'avant. Très bien. Moi, ça fait le tour de la question. Est-ce que vous avez un dernier mot ou on se revoit la prochaine fois, M. le maire? On va se voir la prochaine fois. Merci beaucoup. C'est très gentil pour cet entretien. C'est moi qui te remercie. Le Conseil québécois sur le tabac et la santé annonce la 47e semaine pour un Québec sans tabac du 14 au 20 janvier 2024. Malgré les efforts, le tabagisme persiste avec 975 900 Québécois et Québécoises encore dépendants. Annie Papageorgiou, directrice du CQTS, dénonce l'industrie du tabac qui continue de prospérer malgré les ravages causés. Comment le Québec peut-il lutter plus efficacement contre cette épidémie de tabagisme? Plus de réponses dans cette entrevue avec Madame Papageorgiou. On ne choisit jamais de vieillir. On voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir. On meurt souvent, bien entendu, car la vie est si fragile. Est si fragile. On vient de voir, dans le fond, cette publicité. Ce qui m'a marqué, c'est le chiffre de 13 000 personnes qui décèdent chaque année du tabac. Et puis, on emploie le mot comme pandémie. Est-ce que c'est un mot qui est juste à utiliser par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, la réalité au Québec? Bien, c'est sûr que de savoir qu'à chaque année, il y a 13 000 personnes qui décèdent à cause du tabac, c'est préoccupant, c'est triste, mais il y a des bonnes nouvelles aussi. À chaque année, on voit le nombre de fumeurs diminuer, mais malheureusement, le tabac tue un fumeur sur deux. Donc, les risques qui sont reliés au tabac, les méfaits du tabac sur la santé sont nombreux. Peut développer jusqu'à 16 types de cancers, 21 maladies chroniques, augmenter les risques de maladies cardiaques, d'AVC, peut avoir un impact sur développer la maladie d'Alzheimer, sur l'infertilité. Enfin, il y a autant de maladies, je ne pourrais pas toutes vous les nommer, donc c'est préoccupant, bien entendu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut toujours arrêter de fumer, hein, c'est important de l'avoir en tête, puis que quand on ne fume pas, on regagne des minutes de santé. Donc, c'est 13 000 morts qui peuvent être réversibles en arrêtant de fumer. C'est important de partager ce message-là. Et puis, on parle aussi beaucoup des stratégies de l'industrie du tabac parce qu'on sait que ce sont comme des méga industries qui ont une puissance économique quand même très, très forte au niveau international. Et je veux dire, le vapotage est un exemple. On est passé de la cigarette au vapotage, puis on doit comme refaire des stratégies de publicité aussi pour démontrer aux jeunes que c'est dangereux aussi. Comment est-ce que vous arrivez à contrer ça? Est-ce que vous vous sentez comme assez soutenu pour pouvoir faire face à des géants comme ça? Bien, la lutte au tabac, ça fait plus de 60 ans, puis effectivement, ils sont puissants, ils sont riches, c'est le marché de la dépendance. Alors, les fumeurs, les vapoteurs sont dépendants de la nicotine, sont des victimes de cette industrie. Bien entendu, le vapotage est très préoccupant parce qu'au Québec, maintenant, c'est un adolescent sur 3 de secondaire 4 et 5 qui est dépendant de la nicotine par le vapotage. Et ce qui est préoccupant, c'est qu'ils ont 4 fois plus de risques de devenir des fumeurs de la cigarette. Donc, c'est comme si tout le travail à travers les années on avait fait, on était en train de recréer une nouvelle génération de fumeurs. C'est pourquoi le gouvernement a mis des règlements pour encadrer le vapotage. Ce qu'on demandait, on est très content qu'il l'ait fait, puis on espère que ces mesures vont continuer d'être appliquées, de s'intensifier pour éviter l'initiation au vapotage chez les adolescents qui ne vapotent pas présentement. Donc, c'est un travail de longue haleine. Ça prend des lois, ça prend des campagnes de prévention, des semaines pour un Québec sans tabac, pour sensibiliser la population et aussi de démontrer les pratiques de l'industrie qui utilise là, le marketing, qui utilise le vapotage, c'est beau, ça sent bon, c'est pas irritant pour la
gorge, on a utilisé les influenceurs en la mode pour mettre ces produits-là de l'avant auprès des jeunes et ils les ont rendus attrayants. Alors nous, on a un travail à faire de les rendre moins attrayants. Et le gouvernement a fait son travail en octobre dernier et j'espère qu'il va y avoir d'autres mesures qui vont s'ajouter à celles-là. On ne veut pas une nouvelle génération de fumeurs, bien entendu. Oui, comme celui, il me semble, de retirer justement les saveurs, hein, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Le 31 octobre 2023, on a retiré les saveurs des vapoteuses. Et également, on a encadré l'outil là, pour le rendre moins beau, moins attrayant, pour éviter l'initiation parce que c'est prouvé et les jeunes le disent, si ça sent bon, ça goûte bon, ça a l'air le fun, c'est à la mode, ben ça nous incite à l'essayer. Ce qui est pernicieux, c'est que développer la dépendance à la nicotine, c'est très, très, très rapide. Et comme le cerveau des adolescents n'est pas complètement formé, bien, ils sont encore plus vulnérables au développer la dépendance à la nicotine. C'est ce qui est préoccupant dans ces produits-là qui sont nocifs pour la santé également. Alors pour en revenir justement à ce message publicitaire qu'on vient d'entendre, on entendait cette belle chanson là, de Luc de la Rochelière, justement, Si fragile. Comment vous avez décidé de vous le collaborer avec lui déjà, puis avec cette chanson, d'avoir choisi cette chanson? Bien, renouveler un message 47 fois, ça prend beaucoup de jus, de cerveau de beaucoup de gens qui sont impliqués et mobilisés par la cause. Donc, c'est notre agence de publicité Macadam qui nous est arrivé avec ce beau concept de rappeler que le tabac fragilise des vies à l'aide de la chanson « C'est fragile » de Luc de la Rochelière. Quand on l'a contacté, il nous a dit oui immédiatement. Il a même accepté d'enregistrer une version spéciale pour la publicité. On voulait toucher les gens. On utilise toutes sortes de mécanismes pour passer nos messages. Cette année, on a choisi celui de l'émotion. On voulait toucher les gens. On voulait toucher l'entourage également des fumeurs parce que dans la publicité, on voit des scènes de la vie quotidienne de gens qui fument ou de leur entourage et tout le monde se retrouve dans ces moments-là de la vie quotidienne. On connaît tous des gens qui fument ou qui ont arrêté de fumer. Et c'est important de rappeler qu'il y a plein d'outils qui sont à la disponibilité des fumeurs pour les aider à arrêter de fumer, comme les services J'arrête. OK, tout le monde! En 2014, ma résolution, c'est d'arrêter de fumer. Oui, mais cette année, j'arrête de fumer pour vrai. J'ai pas arrêté, là, à cause du stress des rénaux, là. Oui, c'est sûr. C'est vrai que c'est stressant. Et à cause de mon nouveau chum! De mon petit chum. De retour au travail, des cons oranges, du trafic, de la vie, tu sais, je veux dire. En 2024... Ben oui, Jeanne, t'arrêtes de fumer. Mais non, ça c'est fait! Comme Jeanne, profitez des services J'arrête. Ça aide vraiment. Bonne résolution. Puis au niveau du rôle et des objectifs justement du CQTS, donc comme vous dites là, ça fait comme déjà 47 ans, puis de renouveler justement un message comme ça. Est-ce que vous proposez aussi des outils, parce qu'on a des messages publicitaires, mais vous proposez aussi des outils pour accompagner les gens à arrêter de fumer? Alors oui, c'est les services J'arrête. À la fin de la publicité, on le voit, là, le site Internet, c'est j'arrête.qc.ca. Sur ce site Internet-là, on a l'ensemble des informations disponibles des services J'arrête. Donc, c'est soit s'inscrire en ligne pour avoir de l'accompagnement en ligne pour nous aider à entreprendre la démarche d'arrêter de fumer et pour arrêter de fumer, sur laquelle on trouve des trucs, des exercices. On voit le nombre de cigarettes qu'on n'a pas fumées, les sous qu'on a épargnés. Donc, c'est des choses là, qui peuvent motiver la personne à maintenir son arrêt tabagique. Il y a aussi la ligne téléphonique. Si on veut parler avec un expert en arrêt tabagique, c'est 1-866-J'arrête. Donc, on téléphone et on retient le soutien d'une personne là, par le téléphone. Il y a des gens qui préfèrent cette façon-là. Et il y a également les centres d'abandon du tabagisme. Donc, sur le site Internet de J'arrête, on peut voir l'ensemble des centres qui sont ouvert et le numéro de téléphone pour prendre un rendez-vous. Donc, ça, c'est les 3 façons d'utiliser les services J'arrête qui sont confidentiels et gratuits. Important de le rappeler. Et il y a également tous les remplacements nicotiniques, là, comme les patchs de nicotine, les gommes. Si on fait le service J'arrête avec ces produits-là, on maximise nos chances. Il y a aussi l'aide des professionnels de la santé qu'il ne faut pas oublier, pharmaciens, médecins de famille.
Il y a aussi le défi J'arrête, j'y gagne, le présentement qui bat son plein. Et je vous dirais, avec les encouragements de notre famille, nos amis, bien, on a un cocktail pas mal efficace là, pour réussir cette démarche là, d'arrêter de fumer, qui n'est pas simple, là, qu'il faut le rappeler. Ben, merci beaucoup. Alors, juste pour terminer, je sais qu'au début, vous parliez d'un peu justement des effets dévastateurs, puis des possibles maladies qu'on peut en tirer de ça. Mais si on voulait partager quelques bienfaits immédiats à long terme ou court terme sur l'arrêt du tabac, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui nous écoutent? Bien, écoutez, premièrement, il y a plusieurs gens qui nous témoignent que c'est arrêter de fumer, ça a été la décision la plus difficile, la chose la plus difficile à faire, mais celle qui les a rendus le plus fiers. Donc, puis l'entourage aussi est très fier là, quand ils voient qu'une personne qu'ils aiment, là, qui prenne soin de sa santé, puis qui réussit à se départir du tabac. C'est un moment heureux dans une famille également et auprès de nos amis. Également, ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que le tabac, c'est réversible. Donc, quand on arrête de fumer, chaque cigarette non fumée, c'est 1 minute de santé qu'on regagne. Donc, on voit tout de suite des effets sur la respiration, sur le souffle. Les risques de développer des maladies cardiaques diminuent à chaque année. Les risques de développer le cancer également. Les risques diminuent à chaque année. Alors, c'est important de le rappeler. Il y a un impact important sur chaque cigarette non fumée sur la santé des fumeurs. Donc, ne jamais l'oublier. Puis, ça va peut-être prendre plus qu'un arrêt, parce que tout le monde le dit, hein, j'ai déjà arrêté une fois, ça n'a pas fonctionné. Moi, je vous invite à ne jamais arrêter d'essayer d'arrêter de fumer. Ça fait beaucoup d'arrêts, mais c'est une façon de positionner le site Internet j'arrête.qc.ca, peut-être, vous allez me dire, mais c'est vraiment... C'est dans la constance, c'est dans l'essai qu'on va réussir. Puis moi, ben, j'ai beaucoup de compassion et de bienveillance envers les gens qui entreprennent cette démarche-là d'arrêter de fumer. Ben, merci beaucoup, Madame Papageorgiou, pour votre temps. Mais ça me fait plaisir. Merci beaucoup à vous. Vous êtes jeune, en bonne santé. Rejoignez Toxic Corp et devenez Replacement Smoker. Votre naïveté et votre inexpérience sont pour nous un vrai plus. Chaque année, 270 000 jeunes courageux et motivés sont prêts à devenir dépendants de la nicotine et à absorber formol, arsenic, acétone, cyanure et plus de 50 substances cancérigènes pour nous aider à soutenir nos bénéfices. Les fumeurs vivent plus longtemps. Comme eux, saisissez cette chance et remplacez dès aujourd'hui l'un de nos fidèles fumeurs décédés. Votre avenir est en marche, n'hésitez plus. Le tabac tue un fumeur sur 2. L'industrie du tabac compte sur vous pour les remplacer. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Croyez-le ou non, mais M. Lorne Mahan célébrera 50 ans de service comme paramédic le 24 juin prochain dans le Grand Percé. Il a été propriétaire de son entreprise Service Ambulance Percé pendant 47 ans qu'il vient de vendre à Paraction. Cela dit, notre entretien a été des plus touchants alors qu'il témoigne avec franchise tout le respect qu'il voue à ce noble métier. Il a le sentiment d'avoir servi avec cœur et dévouement sa collectivité et profite de l'occasion pour lancer un message à la relève si nécessaire. Voici donc notre entretien. Monsieur Mahan, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va bien. Dites-moi, c'est un moment important aujourd'hui. Vous avez un message, vous qui êtes ambulancier depuis très longtemps. On aura l'occasion de faire le tour de votre carrière, qui a tant servi la communauté. Monsieur Lorne Mahan, vous avez un message à passer à la population. Quel est-il? Oui, c'est pour aviser tout le Grand Percé, comme quoi que j'ai vendu mes actions après 47 ans comme propriétaire. Et ça va faire 50 ans le 24 juin comme paramédic, technicien ambulancier. C'est juste pour aviser le monde que le service ambulance Percé n'existe plus comme tel, mais par contre, c'est une autre compagnie qui a fait l'acquisition. Qui est Paraction. Qui est Paraction. Paraction, donc, qui va desservir le même territoire, qui va desservir quoi comme territoire? C'est le Grand Percé. Comme c'était avant pour le service ambulance Percé. Avec le même nombre d'ambulanciers? On est 8 à plein temps.
Plus les temps partiels, ceux qui prennent des vacances, c'est sûr qu'on peut tomber à 10, 12, 14. Mais c'est le même service. Il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Et même moi, je reste pendant 1 an. C'était l'entente quand il y a eu l'acquisition de par action de Service Ambiance, Percé. Je reste jusqu'au mois d'octobre 2024. Donc, ça vous arrange, évidemment. C'est une bonne décision de votre part. Oui, c'est une bonne décision. Après toutes ces années-là, à un moment donné, faut penser à d'autres choses. Puis ça me fait de quoi? 47 ans comme propriétaire, Percé, j'avais ça à cœur, puis j'ai tout fait pour eux autres. Parlons-en de votre carrière, 47 ou près de 50 ans de service dans votre communauté. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que vous retenez? Je sais qu'il y a des moments difficiles. Sûrement, c'est jamais un métier qui est facile. La santé, on voit toujours des catastrophes. Il faut le dire, vous arrivez sur des sites qui parfois peuvent être choquants, difficiles à voir, à subir même comme personne. Des moments forts, là, si vous avez à partager, ce serait quoi? Les moments forts, c'est que c'est un métier que faut que tu prends à cœur. Tu veux aider les gens, tu veux sauver des vies, puis tu te donnes à 100%, puis tous les paramédics que je connais, ils font tout ça pour aider aux patients dans la misère. Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier? Peut-être les plus difficiles seraient d'aller sur un site là où vous connaissez les gens qui ont eu cet accident. Est-ce que ça peut être des moments les plus difficiles? Oui, c'est difficile, surtout que moi, je viens du coin. Je suis né à Percé. Je connais beaucoup de monde. Ce qui fait plus de misère à travailler, c'est les enfants. Ça, c'est plus touchant. Ça, mais quand que tu peux aider, tu sors de là, tu es content, tu es heureux que ça a bien été. Vous avez l'impression d'avoir servi. C'est ça. Le travail que vous avez fait pendant un demi-siècle, vous êtes presque 24 heures sur 24, c'est des heures de nuit, des heures de jour. C'est pas facile, il faut le faire. Physiquement, il faut être capable de l'endurer. Oui, et surtout qu'au début, on était sur des chiffres payés au transport. OK, ouais. OK. Après ça, c'est venu 14-21, ça veut dire 14 jours de travail, 16 jours de congé. Après ça, c'est venu 8-14, 8 jours de travail, 14 jours de travail, 8 jours de congé. Après ça, 7-14. Même chose, 7 jours de travail, 7 jours de congé. Maintenant, on a des chiffres à l'heure qui est des 12 heures. Okay. 12 heures le jour, 12 heures la nuit. Ça veut dire qu'il y a 2 qui rentrent le matin, puis il y a 2 qui rentrent le soir. Lui qui rentre le matin, il finit à 6h30 le soir, 18h30. Okay. Puis c'est 2 autres qui rentrent le soir. À toutes les semaines, c'est la même chose. Dites-moi, pour terminer, une dernière question. La relève, vous avez quoi à lancer pour les jeunes qui veulent se lancer comme paramédic? Comment faut-il se préparer mentalement? Une fois qu'on a fait notre formation, c'est combien de temps d'avoir une formation? Une formation, c'est 3 ans. C'est 3 ans. C'est là que c'est... Il y a des gens qui, après 2 ans, ils disent « Ah, c'est pas fait pour moi, ça. » Je pense qu'il faut continuer. Si tu as déjà fait 2 ans de cours, continue, tu fais ta 3e année, tu sors, puis... C'est un métier qui est extraordinaire. Puis, c'est ça le problème maintenant. Là. On n'a pas assez de relève pour continuer le métier vraiment là, à 100%. Ça prend plus de jeunes pour faire la formation. Puis, celui qui va suivre le cours, la formation, il va être heureux, mais qui a fini. Ça, c'est le message que vous lancez. Oui. Dernière question. La formation se donne où? Moi, disons, je veux devenir paramédic. Tu m'inscris où? Le plus proche, c'est Rivière-du-Loup. C'est Rivière-du-Loup qui est le plus proche pour la Gaspésie. Là, puis on sort avec un diplôme? Tu sors avec le diplôme après 3 ans. Monsieur Longman, merci beaucoup pour cet entretien. C'est beau. Puis pour vos années de service. Oui, puis il y a peut-être juste un autre message. Moi, je reste 1 an comme je suis en charge de la caserne et des paramédics. Oui. On appelle ça un cadre, CAO. Et il y a mon fils Gary Mahan qui est chef d'équipe, qui est aussi en charge de la caserne de Percé. Puis, je souhaite bonne chance à tous les paramédics qui vont venir travailler à Percé. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les citoyens du Grand Chandler doivent s'attendre à une hausse moyenne de 4,5 % de leurs taxes résidentielles et 5,5 % pour les commerçants en 2024. C'est ce qu'indique le budget adopté récemment.
Cette hausse de taxes résidentielles se répercute de manière différente selon les quartiers en raison de plusieurs paramètres fiscaux. Concrètement, pour une maison évaluée à 100 000 la hausse sera de 46 à Chandler, 97 à Saint-François, 102 à Pabot Mills, 101 à Pabot et 127 à Newport. À ça s'ajoute une hausse de 35 pour la cueillette des matières résiduelles, passant de 300 à 335 par porte. À noter aussi une hausse de 25 000 pour la facture de la Sûreté du Québec pour la Ville. Un budget qui, dans les circonstances économiques et inflationnistes, satisfait le maire suppléant Bruno-Pierre Godbout. Bonne écoute. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, un budget qui vient d'être adopté, en fait, dévoilé en plus. Vous parlez d'une augmentation à peu près 4,5 % en moyenne. Les chiffres en détail du résidentiel, 5,5 % pour le non-résidentiel. Une augmentation de 35 $ concernant les matières résiduelles, donc par unité. Une augmentation de 25 000 $ pour les frais de la Sûreté du Québec. Vous recevez comment ce budget? Vous êtes content avec le contexte actuel? Oui, absolument. On va dire, on est satisfait de ne pas refiler le gros de la facture aux contribuables. Je pense qu'il y a un bel exercice, un travail ardu qui a été effectué par l'administration puis le conseil municipal. Oui. Puis, écoute, on perd quand même 340 000 de péréquation aussi, qu'il faut dire. Au niveau revenus, dépenses, on perd 500 000 $ pour l'année 2024. Donc, si on s'était fié, dans le fond, à la scène, ben on a remonté de 10 cents. Fait qu'on demande de 2 cents. Fait que je pense que c'est raisonnable dans le contexte actuel. Bon, il y a des investissements à venir en 2024. Vous avez parlé des bonnes nouvelles, ce serait quoi? Dans le fond, écoute, on est encore dans le transport actif. Il va y avoir des bonnes nouvelles annoncées au niveau des pistes cyclables, au niveau de la piste multifonctionnelle. Également, on a la chance d'avoir un résiduel de règlement d'emprunt d'environ 580 000 $ qui va pouvoir être affecté dans différents services. Puis également, on a un règlement d'emprunt aussi au niveau du garage municipal qu'on a un résiduel de 300 000 $. Fait que tout va être investi avec de l'argent qui est résiduel. C'est pas le nouvel argent qui va être investi au niveau fiscal par les contribuables. Donc, il va y avoir plusieurs investissements qui vont être faits environ pour 2 137 000 au niveau de la ville de Chandler. Juste une dernière question. C'est quand même un budget qui démontre que, la valeur uniformisée a augmenté. Si vous avez moins d'argent, c'est que ça va plutôt bien. On a connu les années de la Gaspésie. Je peux vous dire, je les ai couverts assez longuement. Avec le recul, Chandler s'en sort bien par rapport à ce qu'elle a connu auparavant. On s'en sort très bien, puis comme vous venez de dire, on n'a pas la vache à lait de la Gaspésie, on n'a plus, comme on a vu hier à Gaspé, LM Wind Power ou rapport Daniel à la cimenterie. Donc, je pense que dans le contexte actuel, on s'en sort extrêmement bien, puis on pense que l'année 2024 va être très belle pour nous. Bon, mes 6 heures, bienvenue à la séance du budget 2024 de la ville de Chandler. Donc, 2 points d'ordre du jour, adoption des prévisions budgétaires 2024 et adoption du programme triennal d'immunisation 2024, 2025, 2026. Ça fait une position? Non, c'est le budget. On ne peut que parler de ces points-là. Bon, parfait. C'est ça, dans le fond, M. Darèche est absent pour des raisons personnelles, donc c'est moi qui vais le remplacer ce soir et présider l'Assemblée du budget. Tout d'abord, je tiens à informer la population que on est quand même très fiers du budget qu'on présente ce soir dans les circonstances d'inflation que tout le monde connaît, je pense, autant au niveau personnel qu'au niveau qui vient à nous au niveau de la municipalité. C'est certain que si on commence tout de suite avec l'augmentation des dépenses qu'on a dû faire face dans ce budget-là, notre quote-part à la MRC du Rocher-Percé a augmenté de 236 087 $, entre autres 214 412 pour les matières résiduelles, donc ça équivaut à 35 $ par unité en partant. Aussi, on a eu fait face aussi à l'alimentation au niveau de la Sûreté du Québec de 25 000 $. Assurance auto-habitation, 24 000 $. Les assurances collectives, 25 000 $. Le justement salarial, dans le fond, on avait réglé avec les cadres pour 16,5 %. Les employés. Oui, pour les syndiqués, 16,5 % sur 5 ans. Également, on a une entente de principe avec les cadres pour 5 ans pour 12,5 %. Donc, c'est prévu au budget pour 115 000 $. Hydro-Québec, comme à la maison, 21 000 $. Pour un total de 446 090 $. Perte de revenus également. Étant donné que notre richesse foncière a augmenté, on a perdu 341 629 de péréquation. Fait que ceux qui disent que la ville de Chandler est pauvre, notre richesse foncière a explosé,
Notre capacité d'emprunt est excellente. Par contre, ça fait qu'on perd 341 000 de péréquation. Par contre, on a augmenté de 280 000 au niveau de la TVQ. Donc, on a été perdant au niveau du pacte fiscal de 53 236 $. Donc, ça fait 2 ans quand même qu'on patine, qu'on essaie de garder le taux de taxation. Même on l'a baissé au cours des 2 dernières années là, en fonction là, du taux d'évaluation qui va augmenter. Donc, cette année, il va y avoir une petite augmentation, ça c'est clair et net. Parce qu'on va se dire que là, on patine, puis disons que la lame est rendue vraiment à l'effilé. Donc, je pense que le Conseil fait des efforts, puis on va venir dans aux immigrations, il va y avoir des beaux investissements là, en 2024 là, pour la ville. Au niveau, j'ai dit tantôt, au niveau des matières usuelles, 35 $ de plus par unité. On a aussi équilibré les services d'aqueduc, égouts, assainissement des eaux, pour avoir une répartition équitable au niveau de tous les quartiers, qui va être de 46 $ par unité. Il y a le règlement d'emprunt aussi d'asphalte en 2021 qui va augmenter de 6 $ par unité en raison des taux d'intérêt qui augmentent. Ça ne cachera pas. Pour une moyenne, là, au niveau résidentiel, pour la grande ville, de 4,5 d'augmentation et du non résidentiel de 5,5 au niveau commercial. Le quartier de Chandler va être moins touché, étant donné qu'il y a un règlement d'emprunt qui finit de 900 000, ce qui diminue à environ 6 cents. Donc, même au niveau commercial résidentiel, et non commercial, ils ne verront pas une grosse augmentation. Donc, cette année, on a décidé, là, notre taux de taxation va passer de 85 cents à 87 cents au niveau résidentiel et de 1 pièce sur les 15 à 1 pièce 80 au niveau commercial. Si je vois un petit peu au niveau des tableaux comparatifs là, par quartier, pour une évaluation de 150 000 $ à Chandler, ils vont monter environ de 1,09 à 25,50 $. Saint-François, 150 000, 4,14 de 102 $. Pabot-Mills, 150 000, 4,92 de 109 $. Pabot, 150 000, 5,01 à 108 $. Et à Newport, 150 000, 6,84 150 $. C'est en raison pour qu'on commence à payer le capital intérêt au niveau du règlement d'emprunt du décalqué. Donc, je vais laisser M. Cyr présenter là, vraiment les dépenses revenues au niveau des différents services. OK. Merci, M. Cromer. Alors, si on regarde du côté des revenus, on va aller chercher des taxes cette année pour 9 218 000. C'est là qu'on voit l'augmentation, la taxe foncière. Les paiements dans leur lieu de taxe, on va voir 1 68 631. Autres revenus locaux, de source locale, c'est 1 78 800. Puis si on regarde du côté des transferts, on va avoir 2 200 901. Vous voyez qu'il y a une diminution de 240 000. Du côté des dépenses, administration générale, c'est 1 601 608. Il y a une augmentation du côté administration. Sécurité publique, 1 412. Transport, 2 068. Hygiène du milieu, 2 946. Et l'Office municipal d'habitation, en tout cas les logements sociaux, 100 890. Aménagement urbanisme et développement économique, 1 034 288. Loisirs et culture, 2 034 691. Les frais de financement, 665 723. Les immobilisations, il n'y en a pas prévu dans le budget d'administration, mais il va en avoir tantôt dans le programme triennal d'immobilisation. Du côté capital sur dette, on a 1 72 871. Les activités d'investissement, il y a 60 000. Du côté des réserves financières, on a 50 000. Puis, on va affecter un montant de 80 000 du fonds de pour un total de 13 567 139 pour l'année 2024. Merci, M. Cyr. Je tiens, quand on a la chance là, de remercier Raymond d'être venu nous donner un coup de main. Là, son expérience au niveau municipal a été d'un grand zèle au niveau des dernières semaines, puis je pense qu'il travaille très bien avec Roy, donc c'était plaisant avec Raymond, puis on espère le garder là, avec Philippe là, pour la prochaine année pour qu'on ait un Raymond numéro 2. Merci. Ça me parlait d'une proposition, puis M. Darèche et M. Leblanc.
Maintenant, on va passer au programme d'immobilisation. Donc, je tiens à spécifier qu'au niveau des immobilisations, que cette année, on avait annoncé au cours de la dernière année, on avait un élément d'emprunt résiduel au niveau de la TEC de 580 000 qui était affecté. Également, M. C aussi nous a informé qu'on va attendre que les vérificateurs passent, mais quand même, on va avoir environ un résiduel de 300 000 probablement qui vient du règlement d'emprunt du garage municipal. Donc, ça va nous permettre d'investir sans toucher au fonds de roulement, sans toucher au niveau administratif, au niveau des immeubles. Puis également, on a ajouté aussi tous les travaux qui sont prévus au niveau de la TEC pour 2024. Donc, on va y aller assez brièvement. Au niveau de l'administration, équipement informatique 6 000, amélioration hôtel de ville 5 000, réfection toiture hôtel de ville sur 15 000, panneau numérique, c'est le panneau numérique en face de la banque nationale sur 15 000. Urbanisme environnement, études de sécurité des barrages du lac Vachon, 53 200, c'est obligatoire. Refonte réglementaire, aussi qui est une obligation provinciale, 50 000 La piste multifonctionnelle, 25 000 c'est la piste, dans le fond, qui part de Monseigneur-Ross qui va rejoindre, puis il va y avoir des ajouts, dans le fond, pour 2024. Au niveau projet de nouvelle rue, secteur Wilson, 20 000 En fait, c'est de l'ajout de lumière de rue. C'est sur lumière de rue. C'est ça, il m'a placé. Oui. C'est vrai qu'il y a... Sécurité incendie, bunker soupe, 25 000 équipement pour outils de camion échelle, 10 000 développement économique, organisation municipale et embellissement. On va prolonger les services au niveau du parc industriel pour 35 000 tondeur et accessoires pour Kubota, 6 800 mobilier urbain, espace public dans les 5 quartiers, 20 000 aménagement paysager au parc Saint-François, 40 000 loisirs, culture et récréatourisme, balançoire par 5 000 balançoire par 5 000 skatepark 5 000 bloc sanitaire, tennis, 10 000 resurfaçage des terrains de tennis, ça va faire du bien, 50 000 réfection du centre de loisirs de Pavo et de Pavo-Mills pour 80 000 réfection de la petite scène Rona pour 15 000 toiture et revêtement de l'aréna Newport, 50 000 et les panneaux indicateurs de l'aréna Newport du terrain de balle pour 18 500. Au niveau des travaux publics, il y a plusieurs choses là-dedans qui sont prises au niveau de la TEC. Achat de pompes pour son pompage, 30 000 remplacement de conduite eau usée, route Le Marquand, 100 000 réparation de conduite eau usée, avenue René Hubert, 125 000 avenue Dr. Gédénion, au plan d'intervention révisé, 559 953, c'est probablement en face du moquet de Chanel. Exactement, c'est l'émissaire qu'on va remplacer ou corriger la déficience. Remplacement des conduites d'eau potable, d'eau usée, la rue Como aussi, c'était dû depuis une couple d'années, je pense, oui. On a prévu. Oui. Assainissement des eaux, attestation d'assainissement, 20 000 et les panneaux électriques PP3 CH, 75 000 tailgate, 4 000 deux trottoirs de gazon, 15 000 pour un total de 2 113 453 qui sont investis, on va dire, clair dans la population. Fait qu'il n'y aura pas vraiment d'emprunt au niveau de... Sans augmentation de taxes. De la charge fiscale. La charge fiscale. Donc, c'était le plan d'immobilisation 2024. Au niveau 2025, je ne conseille pas tout ça en détail. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même encore le 12 millions qui est prévu au niveau de l'assainissement des eaux à Newport. On a reçu d'ailleurs l'étude préliminaire, puis ça avance bien. Donc, on devrait être en mesure, probablement, en 2024, de déposer dans des programmes d'aide financière pour aller chercher le pourcentage, probablement, nous, on dit 90% d'aide de subvention. Oui. Puis, c'est pas mal ça qui en gros, pour un total triennal de 18 292 456 $. Est-ce que quelqu'un propose, M. Leblanc, M. Darèche? Donc, ça termine la présentation du budget 2024 de la Ville de Chandler. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle qui sont orientées vers le budget? Oui, moi j'ai une question. En 2023, la rue Como faisait partie du programme des dépenses, des mobilisations. Oui. Puis, je peux voir que c'est pas fait, il se répète encore dans celui-là. Mais cet argent-là qui a été prévu en 2023, C'est le même budget. Une TEC, dans le fond, elle dure 3 ans, donc c'est simplement que les travaux vont être faits en 2024. OK. Puis aussi pour le centre communautaire de Pavomille, le mur, fondation, fenestration, pavage, la même chose?
Il n'est pas prévu au budget 2024. Pas vu ça là. Pas vu ça, non. Non, il était dans le 2023. Par bon mail? Oui. Centre communautaire? 250 000, ça a-tu été fait, ça? Non. Non. Il y a beaucoup de choses qui ont été Ben, faites. ça, Mais pas dans la texte. Si on aurait fait un règlement d'emprunt, je crois. Ça, c'est des... Ça, là... Non, mais c'est prévu dans le programme quand même. De l'autre côté, il faut informer la population que ça, le programme d'immobilisation, c'est des prévisions. Des prévisions qui sont faites sur 3 ans. C'est pas dire que tout ça va être fait. Si on investirait 10 millions sur 3 ans, au moins, notre compte de taxe triplerait. C'est des prévisions en fonction des priorités de l'équipe de direction. Mais les dépenses sont quand même incluses avec les revenus, sont déduits des revenus. Mais si on regarde le programme depuis des années, c'est probablement que le corps des choses ont été effectués parce que c'est des prévisions budgétaires, puis c'est des projets de direction. Fait que c'est ça, c'est acheté tous les ans. C'est comme la Como, il y a beaucoup de choses là, qui étaient dans le budget 2023, qui avaient des montants démis, mais qu'il y a des choses qui ont été faites durant l'année. C'est ça. Au niveau de la tech, comme Pirate et l'électricité, on a d'attendre 2-3 ans pour faire les travaux. Les travaux vont être faits, 5 ans. C'est quoi qui ne rentre pas dans la tech, comme vous dites? Ben, il y a des priorités, il y a 4 priorités au niveau de la tech. Là. Priorité numéro 1, on parle de renouvellement du conduit d'eau potable et d'égouts. Au niveau de priorité numéro 2, on parle d'études et qui sont admissibles. En priorité 4, vite fait comme ça, on parle, il y a un 20 là, que le conseil peut utiliser, comme nous on l'a fait pour la dernière programmation en travaux d'asphaltage. Donc c'est là-dessus que ça a été réparti, puis c'est tout à fait normal que, il y avait des travaux qui étaient prévus l'année passée, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le ministère, parce qu'il y a plein de municipalités au Québec qui ne peuvent même pas rencontrer la quote-part qu'ils doivent mettre pour bénéficier de cette subvention-là. Nous, heureusement, elle est déjà rencontrée avec les travaux d'asphaltage qu'on a réalisés, donc la contribution municipale est déjà atteinte, ce qui fait que c'est pour ça que ces travaux-là qui sont prévus en 2024 vont être entièrement payés, si on veut, pour lesquels le citoyen n'aura pas de charge fiscale à assumer. Puis, pour revenir à mon histoire tantôt, c'est que ce qu'on a appris au cours des derniers mois, c'est que le gouvernement, face aux difficultés des municipalités à réaliser les travaux dans le cadre de la TEC, a prolongé d'une année supplémentaire. Ce qui est le fun, ça nous laisse souffler, ça nous laisse du temps pour réaliser. Et avec les firmes d'ingénierie qui sont surchargées, on a convenu de sortir tous ces travaux-là pour 2025, pour 2024. Donc, on doit absolument les réaliser en 2024. Donc, c'est clair, à moins qu'on sorte en appel d'offres et que les soumissions sortent à un niveau épouvantable, qu'on ne peut pas les faire parce que là, on viendrait mentir sur le fait qu'on dit que ça ne coûterait rien aux contribuables. Donc, on aurait une décision à prendre à ce moment-là. Mais pour l'heure, on s'enligne avec ça. Les coûts ont été réajustés en fonction du taux d'inflation. Puis on espère qu'on va pouvoir là, avoir un soumissionnaire qui va rentrer à l'intérieur de ces montants. Oui, c'est ça, parce que la petite Seine-Rona, vous avez déjà eu un emprunt pour ça, là, je crois. La petite Seine-Rona, non, probablement pas. Ben, là, 153 000, je pense, ou je ne sais pas le montant exact. Ça fait pas ça que ça a été prévu. Mais là, petite Seine-Rona va être déménagée ou déplacée sur le terrain à cause du projet de Maison des Aînés. Okay. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, je n'ai pas eu la chance d'en parler encore au conseil. On a eu le projet d'acte de cession là, pour lequel j'avais des questions encore avec le notaire au dossier. Là. Mais on s'apprête à signer la cession du terrain à certaines conditions, évidemment. Là. Mais on doit en discuter au conseil. Puis ça va être déplacé à quel endroit? Sur le même terrain. OK, sur le même terrain. Oui. Puis cette année, on n'a prévu aucune session Pas de session. Aucune pas de session au budget. Mais on sait très bien que le terrain au niveau de l'avenue Grenier devrait être en vente en début d'année. Oui. Tantôt, en séance ordinaire à 5h30, c'est autorisé, dans le fond, de pouvoir, au niveau du terrain de Bistrot-C, tout est réglé. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir probablement vendre pour du développement futur, là, que ce soit au niveau logement, immobilier, tout ça. Aussi, je pense qu'on a fait un bon coup au niveau du 40 000 qu'on a investi dans le prolongement de la piste cyclable en bas. On a un résiduel là, dans ce règlement d'emprunt-là qui va nous permettre probablement de faire soit un bon bout de chemin pour continuer ou de déposer là, dans un programme de subvention avec une bonne mise de fonds là, pour un projet global. Là, on pourrait évaluer d'une couple de millions. Également, on a eu une bonne nouvelle aujourd'hui aussi, qu'on avait été retenu au niveau de la piste multifonctionnelle, là, au niveau du transport actif là, par le 6. Là. Donc, on va avoir un montant de subvention là aussi qu'on va pouvoir affecter. Donc, je pense là, que le conseil là, est dans une bonne voie avec les sous qu'on a disponibles, là, de bien utiliser et de gérer de façon responsable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon. Merci. Quelqu'un propose de la levée du budget? Bon, merci tout le monde. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.
La MRC du Rocher-Percé injecte des dizaines de milliers de dollars en tourisme d'hiver par l'entremise d'un programme intitulé « Soutien à la vitalisation ». Plus de 384 000 $ ont été investis sous forme de subventions par la MRC du Rocher-Percé dans 7 projets pour des coûts totaux de plus de 744 000 $. Ces projets touristiques hivernaux concernent l'ensemble du territoire de la MRC. Parmi les projets, on notera une mise à niveau de chalets au camp de base Gaspésie, à Coin-du-Banc, près de Percé, 50 000 $ en subvention pour un projet totalisant 175 000 $, la pérennisation des sentiers de motoneige pour le club motoneige Les Aigles Blancs, subvention de 75 000 $ pour un projet totalisant 83 350 $, ou encore la mise à niveau de la petite chapelle de Saint-Isidore, subvention de 14 041 $ pour un projet totalisant 15 600 $. Bonne écoute. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Alors, on a 3 sujets au menu aujourd'hui. Dans un premier temps, vous avez un soutien à la vitalisation, tourisme d'hiver, plein de beaux projets. Ça semble avoir marché. Oui, effectivement. Donc, on avait déjà parlé il y a quelques semaines déjà. Donc, on avait lancé un appel à projet à tourisme hivernal. Oui. Donc, ça en avait de 400 000 $ qu'on avait mis de côté, nous, pour pouvoir soutenir les organismes du milieu ainsi que les entreprises qui veulent offrir des services et des projets pendant la saison hivernale. Toujours dans l'objectif, nous, de pouvoir être une saison touristique qui est à l'année et offrir des services supplémentaires pour tout ce qui est la saison hivernale. Donc, c'est près de 383 000 $ qui a été octroyé dans le cadre de cette enveloppe-là. 7 projets, donc des projets pour des entreprises, donc pour des organismes qui touchent l'ensemble du territoire. Donc, on est très satisfait de la réponse à cet appel-là et de tout ce qu'on a pu mettre en place comme projet grâce à la créativité et à l'innovation de notre milieu. Satisfait, est-ce que vous êtes surpris? Surpris, oui et non, parce que l'année dernière, on avait fait le même appel, donc ça avait quand même bien été aussi. Donc, satisfait, content de voir que les gens répondent aussi, qu'il y a des sommes qui sont disponibles, qui viennent voir, qui viennent nous dire c'est quoi leur beau projet, qu'on continue de travailler là-dessus. Moi, je suis content de voir qu'on est là pour vitaliser notre territoire puis le rendre de plus en plus dynamique, puis de faire équipe avec les organismes et les entreprises de notre milieu. Dites-moi, 3,8 millions, ce sera la part de la MRC pour la Régie intermunicipale du traitement de matières résiduelles à Gaspésie. Il y a un message à lancer sur la place publique. Chacun doit faire sa part. Il y aura une augmentation de 10 % de la facture individuelle, je crois. C'est ce qu'on a laissé entendre. C'est quoi le message que vous lancez à la population dans cette perspective? Je peux vous dire qu'actuellement, le message que je peux lancer, c'est qu'il faut continuer à faire les beaux efforts qu'on a déjà commencés. On a pu voir cette année une petite légère amélioration, donc l'augmentation au niveau de tout ce qui est compostage, donc ça va déjà mieux. Donc moi, ce que j'encourage, c'est que de continuer de faire le tri à la maison, de continuer de faire le tri dans nos institutions, de le faire dans les commerces aussi. On peut le voir avec les écoles, c'est déjà mis en place. On peut voir certains restaurants aussi qui ont le bac à compost qui est là, qui est disponible. Donc de vraiment bien faire le tri, parce que si on ne met pas la bonne matière dans le compost, on le scrape directement. Donc, ça a un impact direct. Donc, on a aussi l'augmentation des coûts de transport qui est présente. Donc, on a pris un engagement pour 2024, le Conseil des maires avec la Régie. On va s'asseoir, mettre en place un gros chantier, de voir si les services qu'on offre actuellement, c'est toujours les bons services, est-ce qu'on peut les optimiser? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut changer, des choses qu'on peut améliorer? Donc, on va prendre le temps de vraiment s'asseoir et de voir c'est quoi les meilleurs services qu'on va pouvoir offrir. Dernier sujet, perspective 2024, vos projets, vos priorités, ça ressemble à quoi? L'année 2024, je vous étonnerai pas pour vous dire que ma priorité est la même depuis déjà presque 2 ans et quelques mois. Donc, ça va être le logement. Donc, je peux dire que pour le logement, le gouvernement du Québec a adopté il y a quelques jours le projet de loi 39 qui va pouvoir permettre enfin au MRC d'investir dans le logement, de soutenir financièrement des entreprises qui veulent construire du logement. Donc, que ce soit du logement privé ou encore du logement social, on va pouvoir être là, répondre présent, être disponible pour pouvoir offrir de l'aide financière parce qu'on sait que construire quelque chose en Gaspésie coûte beaucoup plus cher. Donc,
Donc, les matériaux sont plus chers. Donc, on veut être là, on veut participer, on veut soutenir. Donc, ça va vraiment être une grande partie. Notre projet, c'est sûr que là, dans les dernières années, on a continué de travailler notre aéroport. Donc, on va finaliser dans les quelques semaines à venir notre projet d'aérogare. Donc, elle va être agrandie, elle va être fonctionnelle, elle va être adaptée au goût du jour. Donc, on va continuer de pouvoir travailler pour éventuellement, peut-être un jour, avoir un transporteur ici pour tout ce qui est passager. Mais actuellement, on va essayer de pouvoir développer certaines choses comme des forfaits touristiques, par exemple, pour tout ce qui est pêche, chasse, gastronomie, pouvoir faire un offre de service, faire des vols privés pour allonger l'assistance touristique, des projets comme ça. Et en même temps, avec la venue du chemin de fer aussi, de faire des projets d'intermodalité de transport, de voir de quelle façon qu'on peut diminuer les coûts de transport aussi. Tu sais, on a parlé tout à l'heure du 3,8 millions avec la Régie intermunicipale des traitements de matières résiduelles. Donc, si on peut trouver une façon de prendre ces projets-là, de les jumeler ensemble, de pouvoir diminuer les coûts de transport, on va pouvoir continuer à travailler là-dessus également. Dans la question de l'aérogare, un petit rappel, les travaux étaient de combien et on s'attend à ce qu'ils soient ouverts quand? C'est des travaux qui étaient dans... J'ai pas le montant exact, mais je peux vous dire que c'était quand même des montants assez élevés. Donc, ils devaient être vraiment mis au goût du jour. Donc, si tout va bien pour dans les débuts de l'année 2024, il devrait être 100% fonctionnel. Merci. Merci beaucoup. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Le docu-réalité avec pas de plan débarque en Gaspésie, selon Avantage Gaspésien. Dans la deuxième saison de leur série Avec pas de plan, Guillaume Le Métivierge et Émilie Bégin se lancent dans la rénovation d'une station-service historique à Mont-Louis, le Gazobar. Tout en conservant le dépanneur, le poste d'essence et le salon de coiffure, le couple transforme un bâtiment adjacent, la Neigère, et un espace communautaire enrichi par des œuvres d'artistes locaux. Inspiré par un coup de foudre pour le Mont-Saint-Pierre, le Métivierge avait acquis un terrain dans la région menant à l'achat de ce dépanneur. Leur aventure en Gaspésie ne se limite pas à cela, ils explorent également d'autres projets comme l'ouverture d'une école de paravoile et la collaboration d'Émilie avec la distillerie Oudwyer pour brasser son propre gin. Réalisée par Jason Roy l'éveillé, la série promet d'être une représentation spontanée et authentique de leurs aventures et projets imprévus, le tout dans le cadre enchanteur de la Gaspésie, avec Pas de plan saison 2, sera disponible sur la plateforme Vrai et sur les ondes de TVA. 3,5 millions du fédéral pour Nergica selon Radio Gaspésie. Nergica, un organisme de recherche dans le domaine des énergies renouvelables, a reçu un financement de 3,5 millions de dollars de Développement économique Canada. Ce soutien financier non remboursable est réparti sur 3 ans et crucial pour la poursuite des activités de Nergica. L'annonce a été faite à Gaspé par la députée et ministre Diane Leboutillier qui a mis en lumière le rôle significatif de Nergica dans le secteur de l'innovation au Québec et au Canada. Frédéric Côté, le directeur de Nergica, a souligné que ce financement représente 50% du budget de fonctionnement de l'organisme. Le centre de recherche et de transfert technologique emploie environ 40 personnes hautement qualifiées. Ces fonds seront utilisés pour mener une variété d'opérations et piloter annuellement entre 75 et 80 projets en collaboration avec des entreprises ou organismes intéressés par le développement des énergies renouvelables. Ce financement est donc un levier essentiel pour Nergica dans sa mission de recherche et de développement dans le domaine de l'énergie renouvelable, consolidant ainsi son rôle en tant qu'acteur clé dans ce secteur. Objectif 10 000 signatures pour la pétition sur l'élargissement de l'autoroute 20, selon l'Avantage Gaspésien. Une pétition visant à encourager le gouvernement à élargir le tronçon de l'autoroute 20 entre Montjoly et Le Bic a rassemblé plus de 9 000 signatures se rapprochant de l'objectif de 10 000. Lancée il y a quelques semaines, elle souligne l'urgence d'agir en raison des nombreuses collisions survenues depuis 2004, totalisant près de 1150 accidents dont 200 avec blessés graves. Chaque jour, 8 000 à 9 500 véhicules empruntent ce tronçon. Le député de Matapédia, Pascal
Pascal Bérubé compare cette situation à la route du parc entre Québec et Saguenay, où la division en 2 chaussées indépendantes a été nécessaire malgré un trafic moins dense. Soulignant que l'autoroute 20 est le lien principal entre Rimouski et Montjoly, Bérubé rappelle que cette demande est un effort conjoint des citoyens de Rimouski et de la Métis et que cette pétition est l'une des plus soutenues depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ. Les citoyens sont invités à signer la pétition en ligne sur le site de l'Assemblée nationale avant fin janvier, dans le but de renforcer la pression populaire et politique sur le ministère des Transports. Environnement Vert Plus, forêt et claims miniers au menu, selon Bleu FM. En 2024, l'organisme Environnement Vert Plus, avec son porte-parole Pascal Bergeron, va se concentrer sur la surveillance de la gestion forestière et des activités minières en Gaspésie. Des sujets prioritaires pour cette organisation régionale. Pascal Bergeron, s'inspirant du film L'erreur boréale de Richard Desjardins, souligne l'importance écologique et économique de la forêt tout en appelant à une vigilance accrue en matière de prévention des feux de forêt. Bien que la Gaspésie ait été épargnée par les grands incendies récents, il insiste sur la nécessité de rester alerte face à la menace croissante de feux dévastateurs. En plus de la gestion forestière, l'attention de l'organisme se porte également sur le dossier du caribou forestier, dans l'attente d'un plan de gestion par le gouvernement du Québec. La stratégie de protection du caribou a déjà été reportée à quelques reprises par le gouvernement de la CAQ. Un autre sujet de préoccupation majeure pour Pascal Bergeron est l'augmentation substantielle des titres miniers dans la région, qui a connu une hausse de plus de 100% l'année dernière, signalant un potentiel impact environnemental significatif. Rail, encore des inquiétudes sur le banc de Pabot, selon ma Gaspésie. La récente tempête a engendré des inquiétudes quant à la protection du rail dans la région du banc de Pabot. Malgré les récents travaux de renforcement, la marée a projeté des débris sur l'emprise ferroviaire, surpassant les défenses et inondant les fossés le long de la 132, comme l'a souligné le maire Gilles Darèche. Il plaide pour des investissements majeurs face à la menace croissante des tempêtes annuelles. Éric Dubé, président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie, rappelle l'absence d'entretien du site depuis une décennie et assure que bien que les inspections post-tempête soient systématiques, il n'y a pas d'urgence puisque le train ne circule pas encore dans ce secteur. Le ministère des Transports prévoit un projet d'envergure pour sécuriser la zone, incluant la route 132, anticipant des tempêtes de plus en plus sévères. Des fonds sont réservés pour les réparations après chaque tempête, ce qui garantira le fonctionnement du train une fois le rail réhabilité jusqu'à Gaspé, tout en protégeant simultanément la route 132. Actuellement, aucun dommage n'a été détecté sur le tronçon en activité permettant la circulation du train entre New Richmond et Matapédia. Éolien, Hydro-Québec doit construire une ligne de transport en Gaspésie, selon Radio Gaspésie. Frédéric Côté, directeur d'Energica, souligne l'importance d'une nouvelle ligne de transport d'Hydro-Québec en Gaspésie pour maximiser les bénéfices de l'essor du secteur éolien. Avant le plan d'approvisionnement 2023-2032 d'Hydro-Québec prévoyant le développement de plusieurs mégawatts d'énergie éolienne, la capacité actuelle du réseau en Gaspésie déjà saturée pourrait freiner de nouveaux projets. Frédéric Côté insiste sur l'urgence de résoudre ce problème pour permettre le développement éolien. Il rappelle également qu'auparavant, les appels d'offres exigeaient que les promoteurs produisent un pourcentage de composantes dans la région, une pratique qui a favorisé l'implantation de LM Wind Power à Gaspé, mais qui n'est plus en vigueur. Malgré la perte d'entreprises entre 2016 et 2020 due à l'absence d'appels d'offres, la région conserve une longueur d'avance. Frédéric Côté suggère que le gouvernement québécois adopte une nouvelle politique pour soutenir et développer l'industrie éolienne dans la province. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.